Donc le thème que je vais évoquer avec vous cet après-midi, c'est « Face au mondialisme, que faire ?» Alors déjà, commencer par définir ce qu'est le mondialisme. La définition que je propose, c'est un système totalitaire, politico-religieux, j'y reviendrai plus tard, qui vise à plusieurs choses, qui vise à la mise en place d'une gouvernance mondiale, à une religion mondiale, une grande religion inclusive, on va dire, qui vise également à la dépopulation, à la fin de la propriété privée, à la destruction de la famille et des valeurs traditionnelles, à la normalisation des perversions et des déviances. Et ce projet est porté par une véritable secte qui fonctionne comme une mafia. Donc ça, c'est pour définir ce que c'est le mondialisme en quelques mots, et pour comprendre aussi la nature de l'adversaire qu'il représente. Et donc vous avez vu, j'ai décrit comme un système totalitaire. Je pense que le mot n'est pas trop fort, parce que le mondialisme cherche, et c'est justement l'enjeu de son projet, c'est de s'assurer un contrôle sur tous les aspects de notre existence. Donc nous l'avons vu déjà à l'œuvre il y a quelques années avec ce qui s'est passé durant la crise Covid, avec le contrôle de la réduction de nos libertés, le contrôle sur notre santé, avec le pass sanitaire, les vaccins dont au passage les effets secondaires sur la santé commencent à être de plus en plus visibles et de moins en moins susceptibles d'être niés. Mais nous avons aussi cette mise en place du totalitarisme avec la destruction des États-nations qui permet d'avancer justement vers cette gouvernance mondiale que je viens d'évoquer, et le transfert de ce pouvoir à des entités supranationales, comme par exemple l'OMS. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais actuellement se négocie un traité qui s'appelle le traité du règlement sanitaire international, le RSI, qui vise ce nouveau traité, en cas de pandémie, de transférer, de donner les pleins pouvoirs à l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS qui va s'auto-saisir et qui va elle-même déclarer un état de pandémie, va s'auto-accorder les pleins pouvoirs et empêchera les États de prendre des décisions de façon souveraine sur la gestion de cette pandémie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'un pays comme la Suède a pu, pendant la crise Covid, ne pas du tout mettre en place les mêmes mesures que ce que la France ou que d'autres pays. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas eu de confinement, ils ont réduit ça, il n'y avait que les personnes âgées qui étaient invitées à rester chez elles, ils n'ont pas eu des masques, ils ont eu vraiment un confinement, enfin, des mesures sanitaires très légères. Donc ça, par exemple, avec ce nouveau règlement sanitaire international qui est en train d'être négocié à l'heure où je vous parle, ça ne pourra plus être possible. C'est-à-dire que tous les pays devront s'aligner sur ce qui se passe sur la décision de l'OMS. OMS qui, au passage, est financée par des États, mais aussi des entreprises privées, comme la fondation Bill et Melinda Gates. Donc il y a ce point-là, il y a une société, je parle de totalitarisme parce qu'on est dans une société de surveillance généralisée. Donc ça se fait, notamment, vous voyez, au nom de la lutte contre l'insécurité. Vous voyez là, avec les Jeux Olympiques qui se profilent en France, cette surveillance généralisée est en train de se mettre en place. On parle même de confinement olympique, on parle de reconnaissance faciale, on parle de surveillance partout dans Paris avec des drones, etc. Donc ça, c'est pour le volet, on va dire, sécuritaire plus classique. Mais vous avez aussi quelque chose qui est moins connu et qui est aussi en train d'arriver, c'est ce qui s'appelle les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Ça, c'est un projet de longue date qui est porté par les grandes structures financières mondialistes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va passer une monnaie numérique, mais une monnaie qui ne sera plus émise par les banques, donc les banques de détail, enfin les grandes banques qu'on connaît aujourd'hui, mais par les banques centrales directement. Et donc l'intérêt de cette monnaie, qu'est-ce qu'elle permettra de faire? Elle permettra de contrôler vos dépenses, parce qu'une des caractéristiques des monnaies numériques, c'est qu'elles peuvent être programmables. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, vous aurez 2000 € de salaire, et sur ces 2000 €, vous aurez peut-être 200 € qui seront des euros essence. Et donc quand vous aurez épuisé votre stock d'euros essence, vous ne pourrez plus dépenser votre argent pour acheter de l'essence. On peut imaginer la même chose avec de la viande, avec des voyages en avion, etc. Quand vous avez des déclarations de certains qui vous disent dans l'avenir, on ne pourra plus prendre une ou deux fois des voyages en avion,
Et bien en fait, ça sera grâce à ce biais-là, c'est-à-dire que vous ne pourrez même plus utiliser votre argent pour acheter ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet de Madame Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui dit, je crois que c'était l'année dernière, que ce projet est en bonne voie d'avancement et il va commencer à être déployé à l'automne de cette année. Et on commence à avoir déjà il prépare un peu le terrain à la mise en place de ces monnaies numériques de banque centrale. Et donc, comme tout projet totalitaire, le mondialisme vise aussi à une chose, c'est le contrôle des enfants. Et donc ça se manifeste aujourd'hui avec, par exemple, l'idéologie de genre qui est imposée de plus en plus à l'école primaire, la propagande LGBT, ce qu'ils appellent l'éducation aux droits sexuels, ce qui est une aberration. Et ça se fait sur les enfants. Et là encore, on voit toujours la dimension globale et totalitaire du mondialisme, puisque ces mesures d'éducation sexuelle, d'initiation au genre, au LGBT, etc., ne sont pas l'apanage des États, mais proviennent d'institutions supranationales comme l'OMS ou l'ONU. C'est-à-dire que les directives qui sont appliquées en France par le ministère de l'Éducation nationale, vous les retrouvez en Australie, vous les retrouvez en Allemagne, vous les retrouvez aux Pays-Bas. Donc c'est bien la preuve, et je développerai ce point un peu plus tard dans ma conférence, c'est que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être attribué à un État, mais bien un projet qui émane de structures mondiales. Et donc, en fait, ce qui est en train de se mettre en place sous nos yeux avec le mondialisme, c'est la création d'une véritable société totalitaire, perverse, même génocidaire, qui vise à éliminer certaines catégories de population, et donc et où on met en application le fameux slogan du Forum économique mondial « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Et donc le premier concept que je voudrais introduire, parce que avant de dire que faire, il faut bien maîtriser les outils. Et c'est ce que dit notamment le grand stratège chinois Sun Tzu, c'est « Qui connaît son ennemi et se connaît lui-même, en sans combat ne sera jamais vaincu ». Donc il faut comprendre qui vous avez en face de vous. Alors le premier concept que je voudrais introduire, c'est celui de guerre hors limite, et de recadrer la lutte contre le mondialisme sous la forme d'une guerre. Parce que souvent, quand on parle de ça, et c'est un pli qu'on prend aujourd'hui, c'est-à-dire de voir tout par le spectre du politique et du combat politique électoral. C'est-à-dire les gens disent « oui, mais vous êtes contre le mondialisme, bon, c'est votre opinion, finalement les mondialistes, ils portent un autre projet, un projet différent du vôtre, voilà, on est dans l'opposition de projet contre projet. » Mais ça, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que ce que les mondialistes font, c'est une véritable guerre. C'est une guerre qui nous mène à nous, les peuples. Et donc c'est pour ça que j'introduis le concept de guerre hors limite, parce que la guerre a changé de nature. C'est-à-dire qu'autrefois, la guerre, c'était ce qu'on appelle les guerres conventionnelles ou les guerres de 3e ou 4e génération. Ce sont des guerres qui sont menées par des moyens militaires. Donc ça veut dire, c'est un peu ça, c'est ce à quoi on assiste en Ukraine, c'est-à-dire que vous voyez des soldats, des lignes de front, des bombardements, etc. Ça, ce sont les guerres de 3e et 4e génération. La guerre hors limite, dite guerre hybride, elle se caractérise par un élément important, c'est d'être multivecteur. C'est-à-dire on peut avoir des guerres conventionnelles, d'ailleurs c'est ce qui se passe en Ukraine, puisque l'Ukraine est un théâtre d'un front plus large. Vous avez une guerre conventionnelle, mais qui va être accompagnée d'autres actions qui vont se placer sur d'autres fronts. Donc vous allez avoir par exemple une guerre économique. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans le cas de la Russie avec les sanctions. Et c'est déjà ce qu'on avait eu en Irak, c'est ce qu'on avait eu avec l'Iran, etc. Vous allez avoir une guerre du droit. Par exemple, les États-Unis utilisent le dollar. Ils utilisent un principe qui s'appelle l'extraterritorialité du dollar pour pouvoir sanctionner toute société ou toute nation qui commerce en dollars. Et comme toutes les matières premières sont libellées en dollars, ça donne un droit d'ingérence des États-Unis dans les affaires de tous les pays et de toutes les entreprises. Donc ça, c'est un instrument de guerre économique. Vous allez avoir une guerre de l'information. Alors ça, j'y reviendrai dans la première partie de cette conférence. Ça va être justement maîtriser le récit médiatique. Vous allez avoir aussi une guerre psychologique. Et ça, c'est très bien résumé par quelqu'un que je cite beaucoup dans mes essais, qui s'appelle le professeur James Gordiano, qui est membre du DARPA et qui est professeur à West Point. West Point, c'est l'équivalent de Saint-Cyr pour l'armée américaine, qui forme les officiers. Il y a une très belle conférence où il dit « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ».
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est un des aspects de la guerre hors limite, c'est que le but c'est pas juste d'occuper le terrain physique, comme ce qu'on peut voir en Ukraine, où vous voyez les commentateurs, on s'attache à quelle ville a été reprise, est-ce qu'on a repris Kharkov, Mariupol, etc. Là, la guerre cognitive, ça veut dire que vous devez contrôler les cerveaux. C'est combien de cerveaux vous arrivez à contrôler. Donc c'est ça la guerre, ce sont les différents aspects de la guerre hors limite. Et donc ça, c'est important parce que vous comprenez très bien avec les quelques exemples que je viens de vous donner, aussi bien les sanctions sur la guerre économique, cette guerre cognitive, cette guerre de l'information, c'est que la guerre hors limite ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui pensent qu'ils pourront, entre guillemets, passer entre les gouttes, que le combat contre les mondialistes ne les concerne pas, ben vous avez tort. Parce que les mondialistes vous ont déclaré une guerre, vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans une guerre hors limite, et vous êtes des protagonistes de cette guerre. Et à travers notamment la propagande, sur laquelle je reviendrai, le mondialisme essaye de prendre le contrôle de votre cerveau et à développer des stratégies pour le faire. Donc ça, c'est très important de comprendre cet aspect-là et de bien comprendre, de tout recadrer dans le terme guerre. Nous sommes réellement en guerre. Et le président de la République le disait, nous sommes en guerre, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il est en guerre contre vous. Il est en guerre contre son propre peuple, mais ce n'est pas propre au président Macron. Le président américain, par exemple Joe Biden, est en guerre contre le peuple américain, comme l'était Obama avant lui. Angela Merkel était en guerre contre le peuple allemand. Le gouvernement australien était en guerre contre le peuple australien, etc. Donc il faut voir ce qu'on est en train de vivre, toute la séquence qu'on est en train de vivre aujourd'hui, sous ce prisme-là, sous le prisme de la guerre. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier outil que je voulais vous donner je dirais, de recadrer ce qu'on est en train de vivre et ce qu'est en train de faire le mondialisme. Alors la question centrale, une fois qu'on a dit qu'on est en guerre et qu'il y a une guerre qui est menée aux différents peuples du monde, c'est qui ? Qui est derrière cette guerre ? Alors je voudrais vous citer quelqu'un qui s'appelle James Warburg, je vous dirai plus tard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui il est, qui disait, c'est la chose suivante, devant le Congrès américain en 1950. Il disait, très candidement, je vous cite, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est seulement de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Et j'insiste, j'ai bien choisi cette citation parce qu'elle a les deux volets, le consentement et la conquête. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans cette conférence, c'est que vous verrez que le mondialisme utilise les deux outils. Il utilise la contrainte, mais il vise aussi par cette guerre que j'ai évoquée il y a quelques instants, cette guerre cognitive, à faire consentir les populations au projet mondialiste qu'il a. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Warburg font partie de ces grandes dynasties qui sont en fait des dynasties mondialistes. Donc, j'ai cité les Warburg qui sont peu connus, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissaient. Vous avez les Rothschild, bien sûr, qui sont très connus, les Rockefeller, il y en a d'autres, il y a les Wallenberg en Suède également. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant quand on travaille sur le mondialisme, c'est qu'on se rend compte que ce sont des nouvelles dynasties qui ont remplacé les anciennes dynasties, ou alors qu'ils les ont infiltrées et cooptées, notamment toute l'aristocratie européenne, enfin la haute aristocratie européenne. Donc, soit ils ont été neutralisés, soit ils ont été intégrés au projet. Et donc, en fait, on a remplacé des structures de pouvoir par d'autres structures de pouvoir, à la différence que, contrairement aux anciennes noblesses, qui étaient des noblesses qui s'étaient illustrées par des hauts faits, des services rendus à la couronne, etc., ces nouvelles dynasties sont des dynasties qui s'appuient essentiellement sur l'argent, qui tirent leur pouvoir de l'argent, de la finance, de l'industrie. Donc, par exemple, les Rothschild, c'est la finance, et notamment l'invention des banques centrales. Les Rockefeller, c'est plutôt l'industrie, c'est le pétrole, c'est le chemin de fer. Et donc, ça, c'est une nouvelle caractéristique. Et puis, c'est aussi un pouvoir qui est transnational. C'est-à-dire qu'autrefois, la noblesse, l'aristocratie était ancrée, enracinée dans un terroir. Là, vous avez des gens qui n'ont pas d'attachement à une terre. Au contraire, ils se voient comme des nomades, ils se voient comme des apatrides. Ils n'ont pas d'intérêt lié à un peuple ou à un pays. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que ce pouvoir est caché. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce que de tout temps,
tout pouvoir a voulu montrer son existence et montrer son pouvoir. Par exemple, ici, nous sommes en Bretagne, nous avons le Parlement de Bretagne, nous avons les comtes de Bretagne. Moi, je viens de Lorraine, il y avait les ducs de Lorraine. Tout le monde savait que quand vous étiez sur ces territoires, il y avait un duc ou un comte ou un roi pour un royaume. Et donc, c'était sa loi, c'était sa religion. Quand il envoyait des marins, par exemple, dans le cadre des grandes découvertes, ils plantaient leur drapeau et maintenant, on savait que c'était la propriété de la couronne. Ce qui a changé avec le pouvoir mondialiste, c'est que c'est un pouvoir qui veut cacher la réalité de son pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'un pouvoir qui est caché, c'est un pouvoir qui ne peut pas être contesté. Quand les révolutionnaires ont voulu s'emparer de Louis XVI, ils savaient que Louis XVI était à Versailles et ils savaient que Louis XVI était le roi de France. Donc ils savaient où aller le chercher. Quand il y a eu, au moment de la Révolution française, des mouvements dans les différentes provinces, les révolutionnaires savaient où était monsieur le comte, où était le duc, on pouvait aller le chercher. Là, la différence avec le pouvoir mondialiste, c'est que c'est un pouvoir qui est sans visage. Moi, je dis toujours, pour plaisanter, si M. Macron était parmi nous, tout le monde le reconnaîtrait. Mais les gens qui sont derrière M. Macron, s'ils étaient parmi nous, peut-être ils seraient incognito, personne ne les connaît. Je veux dire, qui connaît ne serait-ce que les visages des Rothschild, des Rockefeller, ou même, eux, ce sont déjà des noms connus, mais il y a aussi d'autres gens, des grandes familles très puissantes qui cachent leur argent dans des trusts, etc. Personne ne les connaît. Leur nom disparaît. Même leur nom est même effacé des classements des grandes fortunes, etc. Donc vous voyez, on est dans un pouvoir qui est sans visage, mais qui le fait à dessein, et qui cache aussi sa fortune. Par exemple, je viens de l'évoquer à l'instant, il crée des montages financiers absolument improbables avec des paradis fiscaux, des trusts dans des trusts, etc., qui fait que même si vous vouliez saisir leurs actifs financiers, ça c'est très difficile de le faire. Parce que c'est très difficile de remonter le jeu de poupée russe. Donc si vous voulez, vous comprenez mieux pourquoi on a cette volonté de mettre en avant le politique, parce que les politiques sont les fusibles. Le visage du pouvoir, que ce soit M. Macron, que ce soit M. Biden, que ce soit n'importe quel dirigeant politique occidental, on le met en avant parce que ce sont eux les paratonnerres. Ce sont eux sur qui la colère du peuple ou même les passions politiques vont se cristalliser, parce que c'est un moyen pour les gens qui sont derrière et qui les soutiennent et qui les financent de se protéger. Je vais vous donner quelques exemples. Il y avait M. Attali qui s'est vanté d'avoir mis le pied à l'étrier de M. Macron, qui dit dans un entretien « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, c'est même moi qui l'ai inventé ». Et vous avez le même type de propos qui est tenu par M. Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque ukraino-israélien, qui dit « Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste ». Donc vous voyez, en fait, c'est ce pouvoir qui est caché. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un film qui s'appelle Le Guépard, peut-être que certains d'entre vous connaissent, de Visconti, où à un moment, c'est pendant la Révolution en Sicile, et un des personnages du film dit « Mais il faut que tout change pour que les choses restent les mêmes ». Et en fait, c'est ça le mondialisme, c'est-à-dire on va faire sauter les fusibles, on va enlever les marionnettes, on va enlever les pantins, mais nous, on reste derrière. Et on a créé un système extrêmement sophistiqué pour cacher notre rôle et notre influence. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qui existe de ça, c'est que des sommes absolument colossales sont dépensées par le système mondialiste, que ce soit dans les médias, que ce soit dans toutes les officines de fact-checking et autres, pour cacher le mondialisme, pour que personne n'évoque ce sujet. Vous voyez, par exemple, peut-être vous vous souvenez de ça, il y avait un économiste un peu connu en France qui s'appelait M. Gaël Giraud. Il a eu le malheur de faire une interview sur Thinkerview, il a évoqué les Rothschild. Il a parlé que M. Macron était l'homme des Rothschild, etc. Ça a été un tollé, il s'est fait crucifier dans la presse, et depuis, on ne l'a plus jamais revu. Il n'est plus invité nulle part. Parce qu'il a transgressé le tabou. Alors bien sûr, des gens comme moi, on parle de ça, mais on n'intervient pas dans les grands médias, on n'est pas en cours, si j'ose dire. Mais quand vous êtes à un certain niveau, il y a des choses dont vous n'avez pas le droit de parler. Et donc on vous parle toujours par exemple du communisme, de l'islamisme, de différentes idéologies, mais le mondialisme, on ne vous en parle pas. On ne vous en parle pas. Ce n'est pas quelque chose qui est présent dans les médias grand public. Et je vais vous donner un dernier exemple pour terminer sur ce point de cette dissimulation permanente. C'est par exemple quelqu'un comme Pierre Simon. Parce que parmi vous, certains ont entendu parler de Pierre Simon. Pierre Simon, c'est quelqu'un qui est à l'origine des lois en France sur l'avortement et la contraception. Monsieur Pierre Simon était, alors je ne sais plus s'il était gynécologue ou sexologue,
Mais en tout cas, c'est lui qui est l'architecte de la mise en place de la légalisation de l'avortement et de la contraception en France. M. Pierre Simon a travaillé auprès de 3 gouvernements et de 3 ministres de la Santé successifs pour mettre en place ce projet. Il n'apparaît pas dans l'organigramme officiel des ministères. C'est un conseiller extrêmement influent, mais un conseiller secret. Donc ça, c'est tout à fait le mode opératoire du mondialiste. C'est-à-dire que vous avez cette personne qui est au cœur du dispositif, mais sa présence va être cachée, sa présence va être dissimulée. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai planté le décor dans cette introduction pour vous montrer un peu ce que c'est que le mondialisme, il va y avoir plusieurs états d'esprit. Il y a des gens qui vont vous dire, bon d'accord, vous parlez du mondialisme, des Warburg, des Rothschild, mais bon, tout ça c'est du complotisme, ça n'existe pas, etc. Bon, écoutez, j'invite ces gens-là à lire les livres, j'ai donné quelques éléments en parlant de M. Warburg, de M. Pierre Simon, de différentes déclarations des uns ou des autres. Après, la deuxième étape, une fois qu'on a dit ça, c'est des gens qui disent, mais d'accord, on vous croit, ça existe, il y a un projet que vous appelez le mondialisme, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si ce que vous dites est vrai, que ces gens-là sont infiltrés, qu'ils contrôlent, leur pouvoir repose sur leur contrôle de la monnaie, de l'argent, ce sont des grandes dynasties financières très puissantes, ils contrôlent la propagande, vous nous expliquez qu'ils essayent de nous mener une guerre cognitive, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces gens-là? Vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup, et notamment, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que l'art de la guerre, et notamment de la guerre cognitive, c'est de faire croire aux gens que l'ennemi ne peut pas être vaincu. À la guerre, il faut toujours commencer par démoraliser son ennemi et lui faire croire qu'il n'a aucune chance de gagner. Et eux essayent justement de vous faire croire que leur projet est inéluctable, qu'il va s'imposer, qu'il va dans le fameux sens de l'histoire, et que de toute façon, vous n'avez pas le choix, que vous vouliez ou non, ça se produira. Et donc ça, c'est déjà le début de la guerre psychologique. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le mondialisme, ce sont un très petit nombre de gens, par définition, c'est une oligarchie, une élite, entre guillemets, et que justement parce qu'ils sont très peu nombreux, et comme je vais vous l'expliquer dans la dernière partie, ils ont un projet qui est complètement antinaturel et qui est rejeté par la plupart des gens, ils ont besoin de s'appuyer sur les médias de masse, de s'appuyer sur tout un système de propagande pour mener cette guerre cognitive, pour imposer ce projet à la masse. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est que si les gens commencent à comprendre quel est leur projet et comment ils visent à se mettre en place, là, ils vont être en difficulté. Et donc c'est pour ça que je parle de guerre, parce que cette guerre, elle se joue dans les deux sens. Elle se joue, eux essayent de mener la guerre cognitive, mais vous avez des gens qui essayent de résister, qui mènent une guerre dans l'autre sens pour avertir ce que je suis en train de faire aujourd'hui, avertir ce que c'est que le mondialisme et comment il fonctionne. C'est-à-dire que c'est une guerre de l'information dans les deux camps, qui se joue à différents niveaux. Et donc, justement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça je le détaille plus particulièrement dans mon dernier livre, c'est qu'aujourd'hui on a une véritable guerre, ce que j'appelle la guerre invisible, qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de lutter contre ce projet mondialiste, alors à la fois au niveau de grands blocs géostratégiques, mais aussi à l'intérieur de chaque État, parce que tout le monde n'est pas gagné au mondialisme, il y a encore des gens qui veulent résister, que ce soit dans l'armée, dans la fonction publique, dans la société civile, il y a des gens qui résistent. Et donc on a cette guerre qui se joue à plusieurs niveaux. Et donc ce que je voudrais vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est la réalité de cette guerre, et aussi de voir qu'il y a des gens qui se battent par le haut, c'est-à-dire qui essayent d'attaquer le mondialisme dans sa stratégie, dans ses grands projets, et vous, à votre niveau, vous pouvez vous battre par le bas, c'est-à-dire et qu'on arrive à faire la jonction entre ceux qui se battent par le haut et ceux qui se battent par le bas, pour justement prendre le mondialisme en étau entre deux formes de résistance. Et donc, dans la première partie, je vais vous parler justement de cette fameuse guerre de l'information. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai quelle forme concrète le combat pour retrouver notre souveraineté peut prendre, parce que c'est ça l'enjeu. Et la dernière partie, j'évoquerai bien sûr le combat spirituel, qui est une dimension absolument essentielle de ce combat, et qui est justement mal comprise, ou en tout cas pas assez mise en avant, et vous comprendrez pourquoi. Alors pour commencer par la guerre de l'information. La guerre de l'information, déjà, c'est justement de révéler le projet, c'est-à-dire d'expliquer que tout ce qu'on est en train de vivre, la crise qu'on est en train de traverser, elle est liée à ce projet mondialiste que j'ai dépeint à grands traits dans cette introduction. Alors, ce qui est important avec ce projet mondialiste, c'est important de comprendre la vision d'ensemble et sa cohérence.
Et moi, ce que je constate en allant faire des conférences, en rencontrant des lecteurs ou les échanges que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est que souvent les gens ont une vision d'un aspect du projet mondialiste. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait avec, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid, avec les vaccins. Donc ça les a amenés à la corruption de l'industrie pharmaceutique, ça les a amenés au projet de dépopulation. Il y a d'autres personnes qui découvrent ça par exemple, ce qu'ils voient avec leurs enfants à l'école, c'est-à-dire ils découvrent la propagande sur les droits sexuels ou sur l'éducation, entre guillemets, sexuelle des enfants ou les droits LGBT, donc, enfin la propagande LGBT. Donc chacun y vient un petit peu par un bout. Il y en a, c'est les libertés publiques. Enfin voilà, chacun. Et donc ce qu'il faut voir, c'est comment le projet est cohérent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre le projet de dépopulation du mondialisme si vous ne comprenez pas le développement technologique, par exemple, de l'IA et du transhumanisme, parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que comme les mondialistes considèrent qu'il y a des gens inutiles, en fait, si vous voulez, il y a à la fois, c'est un peu, comment dire, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'eux trouvent qu'il y a trop de monde, donc il va falloir réduire la population, mais bon, il va falloir bien que les gens... on va falloir quand même que la machine tourne, donc on va développer l'IA, on va développer l'automatisation, la robotisation, parce qu'il va falloir remplacer tous ces gens qu'on va faire disparaître. Et d'ailleurs, c'est ce que dit quelqu'un comme Laurent Alexandre, qui a une conférence, je crois que c'était à Polytechnique, disait tous les gens qui refusent, par exemple, d'être des êtres augmentés, de participer au projet transhumanisme, ils ne seront plus compétitifs dans la nouvelle société. Et puis il dit un peu avec beaucoup de cynisme, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces gens qui seront inutiles dans la société de demain? La réponse c'est ça, c'est en fait on va les stériliser et on va les éliminer. Mais ça se fera de manière... Et il y a quelqu'un, je crois que c'était Denis Meadows, qui est un des grands penseurs de la surpopulation ou de l'épuisement des ressources, qui disait ce projet de réduction de la population, on pourra le faire de manière pacifique et civile. Donc là encore, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut comprendre le projet dans sa globalité. Et moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est celle d'Abraham Lincoln, président américain, qui disait « Si on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. » Donc si vous voulez faire tomber l'arbre du mondialisme, il faut commencer par aiguiser votre hache. Et il faut commencer par se former sur le mondialisme et comprendre réellement le projet dans sa globalité. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui se précipitent dans le militantisme ou qui adhèrent à une cause ou une autre sans avoir pris le temps de se former sur ce sujet qui est le sujet central. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est le mondialisme, comment il fonctionne et quels sont ses objectifs à moyen et long terme, en fait, vous ne pouvez pas le combattre de façon efficace et même pire. Des fois, vous pouvez, sans vous en rendre compte, aller dans le sens de ces objectifs en pensant à long terme, en pensant le combattre. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez que de plus en plus dans les médias, on va vous parler de l'islamisation ou du problème de l'émigration. Ça, c'est tout à fait un cas d'école. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec l'islamisation ou avec l'émigration de masse. C'est des problèmes et je les évoque d'ailleurs dans mes essais. Mais par exemple, ça c'est un sujet, ce qu'il faut voir, c'est dans quel cadre cela est utilisé par le mondialisme. Et par exemple, les gens qui vont vous parler de l'immigration ou du problème du grand remplacement, vous évoquent jamais le plan Kalergi, qui est un plan mondialiste. Ça a été écrit noir sur blanc dans les années 20, qu'il fallait métisser l'Europe, qu'on allait faire venir des populations en masse pour détruire en fait les sociétés européennes. Et on ne vous parle, donc on ne vous parle pas du plan Kalergi, on ne vous parle pas de la Pan-Europe, qui est l'association qui avait été créée pour mettre en place ce projet, on ne vous dit pas que la plupart des présidents de la République française depuis Pompidou sont membres de la Pan-Europe. Donc vous voyez, on vous donne une information en vous disant « Ah, il faut lutter, l'émigration c'est mal », mais on ne vous donne pas les clés pour comprendre le projet mondialiste qu'il y a derrière. Et de la même manière, on vous dit, par exemple, regardez, c'est l'idée de conflit de civilisation avec l'islam, mais par exemple, aux États-Unis, les mondialistes américains sont en train de détruire les États-Unis comme on détruit l'Europe, sauf qu'ils n'utilisent pas des musulmans venus d'Afrique, ils utilisent des catholiques venus d'Amérique du Sud. Donc, en fait, les États-Unis, qui sont un pays blanc protestant, sont détruits comme l'Europe l'est par l'émigration qui vient musulmane du Maghreb, par des catholiques hispanophones. Donc le problème, ce n'est pas la question de l'islam ou de l'émigration venue d'Afrique, le problème, c'est l'instrumentalisation de la déstabilisation démographique et culturelle des pays par le mondialisme.
Et donc vous voyez les choses sous un autre angle, quand vous comprenez comment en fait la question, c'est l'immigration de masse n'est qu'un outil. Un outil qui se décline selon les pays. Et par exemple, vous voyez, en Chine, pour déstabiliser la Chine, ils vont utiliser les Ouïghours avec lesquels on nous bassine en permanence. En Russie, pour déstabiliser la Russie, ils ont utilisé l'Ukraine ou les populations du Caucase comme les Tchétchènes. L'idée, c'est que vous avez un corps politique qui est homogène, qui a une homogénéité culturelle. On va essayer de le déstabiliser. Et on va utiliser les moyens qu'on a sous la main. Donc voilà, dans le cas des États-Unis, ça sera des catholiques. Et dans le cas de l'Europe, ça sera des musulmans. Donc peu importe en fait la confession. Donc c'est un exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le projet, et comprendre ce projet, ça passe par vous informer. Et pour se former, il faut s'informer. Et donc j'espère, je pense que vous êtes nombreux à le savoir ici présents aujourd'hui, c'est que les médias vous mentent. Les médias vous mentent, mais ils vous mentent de manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les médias de masse sont la branche propagande du système mondialiste. Et il y a notamment quelque chose qui s'appelle l'opération Mockingbird, qui est une opération qui a été menée par la CIA dans les années 50, où c'est écrit noir sur blanc, notre objectif, c'est de prendre le contrôle des journalistes et de faire des journalistes en fait des agents au service de notre projet. Et il faut savoir que la CIA est un élément du système mondialiste. Ça a été créé par Alan Dulles, qui est un grand agent mondialiste lié à la famille Rockefeller. Donc la CIA est un État dans l'État. En fait, c'est pas du tout au service des États-Unis, c'est au service du mondialisme. C'est un État dans l'État. Et donc, moi, vraiment, le conseil que je peux vous donner pour rentrer dans quelque chose de plus concret, c'est que faire, c'est arrêter d'écouter les médias de masse. Parce que même inconsciemment, même si vous dites je les exécute avec recul, etc., en fait, la programmation mentale qu'ils effectuent joue sur vous. C'est les éléments de langage. Moi, les rares fois où je prends ma voiture pour venir faire des conférences et que j'écoute les médias de masse, je suis complètement sidéré. Il y a 3 semaines, ou un mois, je suis allé faire une conférence à Grenoble et à Aix-les-Bains. C'était au moment des élections russes en Russie. Je veux dire, j'ai écouté les bulletins d'infos, c'était n'importe quoi de A à Z quand on connaît un peu le sujet, et c'était de la propagande, c'était du lavage de cerveau en boucle, toutes les 10 minutes, les mêmes éléments de langage, des élections déjà jouées d'avance, Poutine dictateur, une opposition qui n'existe pas, etc. Et donc moi je me dis, les gens qui vont au travail, qui écoutent ça le matin et le soir, mais c'est du lavage de cerveau. Et aujourd'hui on a une chance, c'est qu'on a les médias, les canaux de diffusion alternatifs. On a notamment des choses comme Twitter, Telegram. Et ça, c'est très important parce que ça permet de contourner les médias de masse. C'est-à-dire que, et moi je l'ai vécu personnellement, il y a des sujets dont même des fois le reste du monde parle, et ça n'existe pas en France. C'est vraiment, le vivre, c'est perturbant. Moi je l'ai vécu, on a fait une émission, c'était en 2022 avec André Berkoff, sur un rapport d'un think tank sur la corruption de Hunter Biden. Le think tank s'appelle Marco Polo. Ils ont fait un dossier de 600 pages, béton sourcé, qui recensait 450 crimes commis par Hunter Biden. Et tout était sourcé. On a fait une émission avec André Berkoff pendant 3 semaines. Personne n'en a parlé. C'est-à-dire que si vous vouliez, en France, avoir l'info, il n'y avait que notre émission où on en parlait. Et après, je crois qu'au bout de 2 mois, il y a peut-être le Figaro qui a dû faire un article en disant les délires complotistes autour d'Hunter Biden, etc. Donc vous voyez, moi je vous dis, je l'ai vécu. Vous sortez une information et en fait les gens ne sont pas au courant. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Twitter, alors bien sûr il faut faire le tri, vous avez accès à des informations auxquelles les gens n'ont pas accès. Je vais vous donner encore un exemple. Il y a 2 jours, on a publié un article aux États-Unis. Il y a un juge qui a réussi, enfin une association qui a réussi à obtenir d'un juge la déclassification de certains documents d'archives sur la crise Covid. Et en fait, on s'est rendu compte que les vaccins Moderna et Pfizer, leur production avait commencé en mai 2019. Vous en avez entendu parler de ça? Non, bien sûr que non. Et ça, c'est une information, vous l'avez que si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez des personnes. Alors après, il faut trouver des personnes de confiance. Je pourrais répondre peut-être si vous me dites « Ah bah oui, écoutez, j'ai bien compris ce qu'il faut faire, dites-moi qui je peux suivre sur Twitter », ça je peux vous donner des pistes. Mais ça, c'est important de faire ça. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas avoir accès à de l'information de qualité. Et le contrôle des réseaux sociaux
participe de cette guerre de l'information que j'évoquais en début de conférence. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, par exemple, qu'il y a toutes ces batailles autour de Twitter avec Elon Musk, parce que c'est un enjeu. Là, récemment, je crois qu'il y avait le PDG de Telegram qui a donné une interview, je ne sais plus à qui c'était, aux États-Unis, Pavel Durov, qui disait qu'il avait plein de pression, que le FBI l'avait espionné quand il était venu aux États-Unis, qu'il avait été suivi par des agents, etc. Parce que le contrôle de l'information est un enjeu dans la guerre de l'information. C'est-à-dire que maintenant, l'enjeu, ce n'est pas de contrôler un port ou de réussir à prendre la colline ou la montagne et de placer ses batteries d'artillerie. C'est maintenant, il faut contrôler des médias. Donc quand vous contrôlez Twitter, quand vous contrôlez Telegram, ben vous avez une place forte, entre guillemets, vous avez un fort, un bastion d'où vous pouvez mener des offensives dans la guerre de l'information. Et vous le voyez par exemple avec Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est un très bon exemple. Tucker Carlson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste phare de Fox News, donc la grande chaîne, on va dire conservatrice, si on peut dire, aux États-Unis, mais c'est à relativiser. Et en fait, Tucker Carlson a fini par se faire virer ou à partir, je ne sais plus, et du coup, il est allé chez Twitter, et maintenant, il diffuse en direct via Twitter, et il touche des dizaines de millions de gens. Et par exemple, quand il a été faire son entretien, enfin son interview avec Poutine, il a pu la diffuser, une interview de 2 heures, sans filtre, directement. Et donc, bon, pour les gens qui suivent l'actualité, c'est bon, ils disent oui, d'accord, il a interviewé Vladimir Poutine, mais il faut savoir que des millions d'Américains n'avaient jamais entendu Poutine parler plus de 30 secondes sans être coupé. C'est-à-dire que quand vous regardez les news aux États-Unis, c'est des citations sorties de leur contexte, des petites bribes. Et là, ils ont eu Tucker Carlson, respecté, écouté, suivi par des millions d'Américains, qui peut parler avec Vladimir Poutine sans que ça soit tronqué, coupé. Donc ça, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la guerre de l'information. Pour finir cette dernière partie, enfin cette première partie, je voudrais vous donner 5 moyens qui sont 5 méthodes techniques qui sont utilisées par le mondialisme justement dans le cadre de cette guerre de l'information et dans leurs techniques de manipulation politique et cognitive. Alors la première, c'est ce que j'appelle l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que le mondialisme a compris que c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable, si j'ose dire, de contrôler un système de l'intérieur. C'est-à-dire, vous comprenez bien, par exemple, quand on occupe un pays militairement, comme les Allemands l'ont fait avec la Seconde Guerre mondiale en France, ou les Américains en Irak, ça coûte cher, c'est visible, ça suscite une résistance, parce que tout le monde voit bien, quand vous avez des soldats américains ou allemands qui défilent dans vos rues, bah, vous savez que vous êtes occupés, quoi. Donc, je veux dire, beaucoup de gens se disent bah, « je veux qu'ils partent ». Mais quand vous infiltrez des gens dans le système, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, les gens disent « ah oui, mais est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il peut-être qu'ils ne savent pas ?» Et tout ça, déjà, il y a un déni. Donc je vais vous donner un exemple de ça, parce qu'ils sont très à l'aise avec ce fait. C'est Klaus Schwab en 2017, qui dit à Harvard, devant un parterre d'étudiants, comme vous aujourd'hui, à la Kennedy School de Harvard. La Kennedy School, c'est l'équivalent de Sciences Po à Harvard, enfin c'est pour les grandes institutions internationales. Il dit, en sachant qu'il est filmé, il dit donc ça en 2017, il dit « Avec mes young leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète ». Et j'emploie ces mots, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. Et il dit, ah bah, Macron c'est nous, Trudeau c'est nous, Merkel c'est nous, même Poutine c'était nous, etc. Et après il continue en disant, il dit, bah, hier j'étais à l'ambassade, donc probablement à Washington, il y avait des gens du gouvernement argentin, la moitié c'était des types à moi. Et donc en fait, ça c'est une technique qui a été développée par le mondialisme, qui remonte, les Young Leaders, ça a été créé, la première mouture, je crois que c'est dans les années 70-80, et après ça a pris d'autres formes, enfin il y a différents programmes qui se sont créés, mais ça remonte bien avant, quand vous travaillez sur l'histoire du mondialisme, ça remonte aux bourses Rhodes. Les bourses Rhodes, c'était créé par Cecil Rhodes, qui est un agent mondialiste qui a donné son nom à la Rhodésie, notamment, qui est maintenant l'Afrique du Sud, enfin qui est une partie de l'Afrique du Sud. Et si vous voulez, ils ont créé les bourses Rhodes dans les universités d'élite que sont Cambridge et Oxford en Angleterre. Et en fait, l'idée, c'était déjà de mettre la main sur l'élite. C'est-à-dire vous allez financer, coopter l'élite et vous allez la mettre au service du projet mondialiste. Leur stratégie, c'était de dire on va commencer par le haut et on va diffuser nos idées dans le haut de la société. Donc c'est une stratégie qui remonte à plus d'un siècle. Donc là, quand on parle de la French American Foundation ou des Global Young Leaders, c'est l'actuel, mais ça remonte à la fin du 19e.
Je vais donner un autre exemple d'infiltration, c'est par exemple ce que fait George Soros. George Soros a dépensé 40 millions de dollars pour faire élire des procureurs et des juges aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ce sont des charges électives. Le résultat, c'est quand il y a eu Black Lives Matter en 2020, vous aviez des procureurs et des juges Soros qui ont laissé faire les émeutiers. Et donc du coup, Soros peut aller négocier avec Trump en disant ok, là on est dans une guerre larvée, une guerre civile larvée. Toi, tu as tes soldats, tu as tes militaires patriotes. Moi, j'ai mes antifas, j'ai mes Black Lives Matter, et en fait, c'est une guerre. C'est une guerre, et j'ai mes shérifs et mes procureurs qui laisseront les émeutiers faire. Et donc, en fait, vous voyez, le rapport de force et le front, il se trouve là. Donc ça, c'est un exemple de ce que permet l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que vous allez être dans un rapport de force politique et même de guerre interne, et vous allez utiliser les infiltrés pour réussir votre projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le Covid. Vous voyez que le Covid, on a eu les médecins, les gens du conseil sanitaire, vous avez eu les gens qui sont chargés de la vaccination, etc. Tout le monde était au diapason du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont infiltré pendant 10, 20 ans, ils ont mis les gens au poste clé, sachant que quand ils déclencheraient l'opération Covid, ça se passe comme prévu. Tout se déroule comme prévu. Et vous voyez par exemple que quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un comme Anthony Fauci fait ce travail-là depuis les années 70 à peu près. Aussi bien la partie recherche que la partie je mets des hommes à ma main partout dans le système de santé américain. Voilà. Donc ça, c'était la première technique. Vous avez la deuxième technique, c'est l'ingénierie sociale. Là, il faut savoir que l'ingénierie sociale, c'est défini comme la science qui étudie ou permet la modification furtive des comportements et des attitudes. C'est-à-dire qu'on va modifier vos pensées, vos représentations, vos comportements, mais sans que vous vous en rendiez compte. Moi, j'ai découvert ça par le biais de l'économie, puisqu'il y a une discipline qui s'appelle l'économie comportementale, avec notamment la notion de nudge. Nudge, ça veut dire en anglais donner un petit coup de coude. Donc on vous donne un coup de coude, on vous pousse pas en disant tu dois faire ça, on vous donne un petit coup de coude pour vous emmener dans la direction souhaitée. Et donc, il faut savoir que la science de l'ingénierie sociale a été inventée par les mondialistes. C'est quelque chose qui trouve ça, comme beaucoup de projets mondialistes, à Londres, en Angleterre. Et ça a été développé par notamment la société Fabienne, à la fin du 19e. Et donc il y a eu plusieurs choses, et notamment l'Institut Tavistock, qui a été créé à Londres. L'Institut Tavistock, c'est vraiment le navire amiral de l'ingénierie sociale. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Institut Tavistock. Par exemple, j'évoque souvent le plan de l'âge du Verseau. Vous savez que toute la contre-culture des années 60, donc souvenez-vous, Beatles, Rolling Stones, libération sexuelle, les hippies, tout ça, pas du tout des phénomènes spontanés. C'est le plan de l'âge du Verseau de l'Institut Tavistock. Et le plan, c'était de dire on va détruire les modèles traditionnels, on va empêcher la transmission des valeurs entre les générations, et notamment on va ringardiser les parents aux yeux de leurs enfants. Et on va faire en sorte que les enfants aient d'autres codes, d'autres valeurs, etc. Et ça, c'est l'Institut Tavistock. L'Institut Tavistock, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le transgenre. Toute la propagande, tout d'un coup, là, vous avez vu, depuis 5 ans, le transgenre est partout. Et c'est depuis 10 ans, un peu plus aux États-Unis. Ça aussi, c'est l'Institut Tavistock. Je vais vous donner un autre exemple d'ingénierie sociale. C'est ce qui s'appelle les ESG. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, surtout si vous travaillez dans des grands groupes. Les ESG, en français, c'est critères sociaux et environnementaux. Donc ça, on va vous dire, par exemple, vous voulez faire un projet, soit d'investissement, soit dans le cadre des actions de votre entreprise, qu'est-ce que vous allez faire pour verdir votre activité ? Quelles actions vous allez mener en faveur de l'inclusivité ou de la diversité ? Donc ça veut dire LGBT, transgenre, etc. Ça, c'est les ESG. C'est les ESG. Et c'est très pervers parce que, là encore, ce n'est pas un contrôle direct. Si on va dire, par exemple, si vous êtes une banque, si vous êtes un fonds d'investissement, vous ne pouvez plus soutenir certains projets. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez dire « Ah, je pense qu'il y a du pétrole en Bretagne, j'ai envie de financer, je suis sûr on a l'équivalent de l'Arabie Saoudite en Bretagne », vous ne trouverez personne pour vous prêter de l'argent pour développer des forages. Parce que les énergies fossiles, là, ça c'est anti-ESG. Donc même s'il y a de l'argent à se faire, même si c'est vrai, en fait, tout est déjà fléché. Et pareil, si vous dites, mais moi, mon boulot en tant qu'entreprise, moi, je m'en fiche des transgenres,
je m'en fiche de la diversité, moi je veux juste gagner de l'argent et vendre des produits à mes consommateurs. Non, ça c'est plus possible. Personne ne vous prêtera de l'argent. Et aucun investisseur ne voudra mettre de l'argent dans votre activité, parce qu'il faut que vous intégriez les critères ESG dans votre activité. Et ça, quelqu'un le dit très bien là encore, c'est Larry Fink, donc le PDG de BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement mondial, c'est complètement contrôlé par le mondialisme. Larry Fink dit, je crois en 2017, grâce aux ESG, nous allons forcer les comportements sur le genre et sur la race. Donc là encore, on va forcer les comportements. Donc ce sont des techniques. Ce qui m'amène à la troisième technique, qui est celle du pompier pyromane. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, parce que c'est une technique qui est d'une perversité absolument inouïe. Je vous explique. La technique du pompier pyromane, c'est on va créer un problème pour vous en apporter la solution. Et c'est la solution qu'on avait l'intention de vous imposer au départ. Je vais vous donner un exemple très concret de ça, c'est ce qu'ils ont fait avec les migrations de masse. C'est les deux étapes du pompier pyromane. Le pompier, il va allumer l'incendie dans les années 70. Il va faire le regroupement familial, il va mettre en place le laxisme judiciaire dans la magistrature, il va laisser les ghettos se développer, les zones de non-droit, on va laisser les populations autochtones se faire chasser des quartiers, etc. On va créer des quartiers où il n'y a plus que des émigrés. Donc on va laisser ça couver sur le feu pendant 30 ou 40 ans. Et on n'a pas le droit de le critiquer. Pendant cette période, c'est pas possible. Dès que vous, attention, SES racisme, etc., faire le jeu de l'extrême droite, on n'a pas le droit de critiquer. Donc on va attendre 30-40 ans. Et puis on va arriver au bout de 40 ans, on ne peut que constater les ravages. L'insécurité, les problèmes de conflit. Et là, on va dire, ah non mais attendez, là, pour votre sécurité, il va falloir renforcer le contrôle. Il va falloir mettre des caméras de surveillance partout. Il va falloir donner plus de pouvoir à la police, il va pouvoir donner plus de pouvoir aux services de renseignement pour lutter contre le terrorisme. On va voter des lois contre le séparatisme. Et les gens vont dire « Ah, merci, heureusement que l'État est là ». Et c'est ça la technique du pompier pyromane. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu l'affaire de Crépol. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune garçon qui avait été... il y avait eu un raid de racailles qui avait tué un jeune garçon à Crépol. Et il y avait des jeunes nationalistes qui voulaient se venger et qui voulaient aller faire une descente dans un quartier. Bon, la police s'était interposée, ils avaient été arrêtés, etc. Et il y avait M. Darmanin qui vient sur les plateaux télé et qui dit « Ah, heureusement que l'État est là pour empêcher la guerre civile. » Mais attendez, l'État, ça fait 40 ans qu'il crée les conditions de la guerre civile. Et les gens ont la mémoire courte. Et les gens vont dire merci, heureusement que l'État est là. Mais c'est ça le plan. Rappelez-vous ce que je vous disais avec Warburg. Par le consentement ou par la contrainte. Les gens vont consentir à la mise en place de la société de surveillance. Ils vont dire c'est formidable, merci, on a des caméras, comme ça on est en sécurité. Heureusement qu'il y a des portiques à l'entrée des établissements publics. Ça empêche les racailles de rentrer. Et en fait, les gens acceptent. Et en fait, ça, c'était le projet dès le départ. Mais sauf qu'il fallait en passer par la phase insécurité pour que les gens demandent à être mis en sécurité, entre guillemets. Et donc, c'est ça la perversité du système. Et ça, c'est d'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est que ça, je vous parle d'une échelle plus locale. Là, on parle des questions de vie quotidienne, d'insécurité au quotidien, etc. Mais c'est aussi le plan au niveau géopolitique. Le plan du mondialisme a toujours été, quand vous lisez leurs écrits, et même des écrits qui remontent au XIXe siècle, le mondialisme dit le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial sera mis en place parce qu'il y aura une troisième guerre mondiale qui sera tellement horrible et tellement violente que les gens auront tellement soif de paix qu'ils demanderont un gouvernement mondial pour qu'il n'y ait plus jamais des guerres aussi horribles. Et vous voyez d'ailleurs, quand vous étudiez l'histoire du XXe siècle, à chaque fois les deux guerres mondiales, que ce soit la première ou la seconde, ont eu pour objectif d'avancer vers ce gouvernement mondial. Et d'ailleurs, ce qui m'emmène à la quatrième technique dont je voulais vous parler, c'est la célèbre technique de la thèse, antithèse, synthèse. Parce que ça, c'est la dialectique hegelienne qui a nourri le marxisme et qui nourrit le mondialisme. C'est en fait, on va mettre en place des conflits entre des systèmes pour aboutir à la synthèse. Et je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un comme de M. James Warburg, sa fameuse citation devant le Congrès. James Warburg, c'est le fils de Paul Warburg. Paul Warburg, donc c'est la grande famille des Warburg, de banquiers de Hambourg, grande famille mondialiste.
M. Paul Warburg, c'est une publicité pour les complots à lui tout seul. M. Paul Warburg, en 1913, on le retrouve à la création de la Réserve fédérale américaine. Réserve fédérale américaine, je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas. La Réserve fédérale américaine, c'est une institution privée donc créée en 1913 qui permet à des personnes privées de contrôler le dollar. Il faut bien savoir que le dollar, ce n'est pas la monnaie du gouvernement des États-Unis. Le dollar est une monnaie privée qui appartient à des personnes privées qui prêtent de l'argent au Trésor américain et qui émettent de la dette en échange. Et quand je vous disais que le pouvoir des mondialistes est caché, moi j'ai fait presque à peu près un peu moins de 10 ans d'études de l'économie, personne ne m'a jamais dit que le dollar était une monnaie privée. On vous raconte que le dollar appartient au gouvernement des États-Unis, c'est pas vrai. Ça appartient à la Réserve fédérale américaine, c'est la Réserve fédérale américaine qui émet des dollars, et le gouvernement américain les achète à la Réserve fédérale. Donc ça, c'est, vous voyez, je fais juste une petite parenthèse. Et d'ailleurs, toute l'histoire politique des États-Unis au XIXe siècle, c'est la lutte pour empêcher la création d'une banque centrale. Parce que les Américains ont compris qu'une fois que vous êtes dans ce système, c'est fini, quoi, vous êtes fichu. Et au passage, vous voyez que le mondialisme agit toujours. La première chose qu'il fait quand il prend le contrôle d'un pays, c'est de créer une banque centrale. Donc la première banque centrale qui est créée, c'est 1694, c'est la Banque d'Angleterre. C'est après qu'ils aient décapité Jacques Ier et avec l'histoire avec Cromwell. Et la deuxième banque centrale qui est créée au monde, c'est la Banque de France. En 1804 par Napoléon, dont Napoléon est actionnaire. Donc il faut toujours, je fais cette petite parenthèse parce qu'elle est importante. Donc vous avez donc M. Warburg, déjà, il a déjà créé la Réserve fédérale, donc il a mis la main sur le dollar, c'est pas rien. Mais M. Warburg, on le retrouve quelques années plus tard, attention, j'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises, on le retrouve en 1917, qu'est-ce qu'il va financer? Il va financer la révolution bolchevique. Il va financer Trotsky. Et il y a les livres, notamment d'Anthony Sutton, qui donnent toutes les preuves. On a les virements, on a les preuves des virements. Il donne 10 000 € à M. Trotsky. M. Trotsky peut rentrer en Russie parce que son passeport lui est remis par le président des États-Unis, M. Woodrow Wilson, en personne. Et je précise au passage, là encore, petite parenthèse, que, par exemple, toute l'électrification, vous savez, l'électrification de la Russie est faite par General Electric, qui est une entreprise américaine. Et plusieurs fois, dans son histoire, l'Union soviétique est sauvée de la faillite par les Américains. Ça, c'est pas connu, mais en 1972, il y a une crise en Union soviétique. Les États-Unis vendent à perte du blé, ça coûte 4 milliards de l'époque, donc c'est beaucoup plus aujourd'hui, à l'Union soviétique pour sauver l'Union soviétique. Donc tout ce qu'on vous raconte, l'histoire de la guerre froide, opposition des deux blocs, ça c'est de la foutaise. Et il y a notamment quelqu'un qui s'appelle M. Pierre de Villemarais, qui est un ancien des services secrets français qui est mort aujourd'hui, qui expliquait qu'à l'époque il était agent secret, enfin analyste du renseignement. Il dit qu'il a pris conscience que l'opposition Est-Ouest c'était de la foutaise, parce qu'il a espionné le forum de Davos dans les années 70 et il a vu des soi-disant communistes et des Américains qui se retrouvaient à Davos pour faire avancer le projet mondialiste. Donc il a dit, ok, bon, en fait on nous raconte des salades. Et la chute du mur, et soyez certains que le mur est tombé quand on a décidé qu'il allait tomber. Le mur, l'Union soviétique aurait pu s'effondrer dans les années 70, dans les années 80. Il y a eu plusieurs moments de crise pour le système. Et à chaque fois, il a été renfloué parce qu'il fallait qu'il tombe au moment où c'était jugé opportun. Donc, financement, donc je reprends M. Warburg, je fais beaucoup de parenthèses, mais c'est pour vous donner aussi des informations complémentaires. Prise en main de la Réserve fédérale, prise en main, donc financement de la révolution bolchevique. Et qu'est-ce qu'il fait M. Warburg en 1933? Il finance le parti nazi. Et donc là, c'est là où vous avez tout ce que je viens de vous dire. Antithèse les communistes, enfin thèse les communistes, antithèse les nazis. On a la Seconde Guerre mondiale qui est une véritable boucherie, on dit mais c'est horrible, plus jamais ça. Synthèse, l'ONU. L'ONU, c'est la première brique pour mettre en place un gouvernement mondial. Et d'ailleurs, au passage, l'ONU le bâtiment de l'ONU à New York est fondé sur un terrain qui est offert gracieusement par la famille Rockefeller. Et oui. Donc vous comprenez toujours cette logique. Thèse, antithèse, synthèse. C'est important de comprendre cette dynamique. Ce qui m'amène à la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle la révolution de couleur.
Révolution de couleur ou révolution colorée. Qu'est-ce que c'est que la révolution de couleur? C'est un concept géopolitique qui, en fait, c'est un coup d'État, il n'y a pas d'autre mot, c'est un changement de régime, mais qui est présenté sous la forme d'une révolte démocratique et populaire. Donc le script est toujours le même, vous avez un dictateur, il est très méchant, c'est un terrible dictateur, il oppresse son peuple, et heureusement, il y a les combattants de la liberté qui vont se lever et qui vont le renverser. Et donc toujours, les combattants de la liberté, c'est des associations étudiantes, des ONG, et vous avez toujours une figure d'opposition qui est toujours mise en avant. Et il va faire la une des journaux, il va faire la une du Times, il va être personnalité de l'année pour le Times, il va être en une de Paris Match. Et donc là, vous voyez peut-être à qui je pense, par exemple, vous avez vu ça récemment avec Navalny, par exemple. Navalny, c'est le cas typique d'une personnalité qui est préparée pour préparer le terrain à une révolution de couleur. Et d'ailleurs, dans le cas de Navalny, on sait, il y a plusieurs éléments de preuve, notamment une vidéo avec un de ses associés proches qui négocie 20 millions de dollars avec les services britanniques. Donc c'est un agent d'influence étranger, M. Navalny, mais on vous le présente en Occident comme un combattant de la liberté qui résiste à Poutine, etc. Et on vous fait croire que c'est une grande figure d'opposition, que tous les espoirs des Russes sont placés en lui. En Russie, personne ne le connaît, M. Navalny. En dehors de 2-3 personnes à Saint-Pétersbourg et à Moscou, je veux dire, vous allez dans une ville russe, même de 100 000, 200 000 habitants, personne ne sait qui c'est. Mais dans les médias occidentaux, on vous dit c'est l'espoir de la démocratie en Russie. Mais tout ça, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Et donc, quand vous avez cette clé de la révolution de couleur, vous comprenez mieux beaucoup d'événements du XXe siècle. Par exemple, la révolution bolchevique est une révolution de couleur. Vous avez par exemple la Tiananmen en Chine, c'est une tentative de révolution de couleur. Mai 68, c'est une révolution de couleur menée par la CIA et le Mossad contre le général de Gaulle. Le printemps arabe en 2010-2011, c'est une révolution de couleur dans les pays arabes qui vise à mettre en place le gouvernement des frères musulmans notamment. L'Euromaïdan en 2014 en Ukraine à Kiev, c'est une révolution de couleur. Black Lives Matter en 2020 aux États-Unis, c'est une tentative de révolution de couleur qui échoue là, dans ce cas-là. Et bien sûr, je gardais le meilleur pour la fin, la mère de toutes les révolutions de couleur, c'est la Révolution française. Enfin, la Révolution dite française. Parce que la Révolution dite française, en fait, c'est pas du tout une révolution française, c'est une révolution qui est menée essentiellement par des agents étrangers qui sont à Londres, c'est notamment conduit en grande partie par, donc une partie par la franc-maçonnerie qui implante ses loges en France, etc. Et c'est commandé de son bureau par Lord Shelburne, qui est le directeur du renseignement extérieur anglais, et qui est lui aussi un proto-mondialiste, si on peut dire. Donc il n'y a rien à voir, et donc quand on vous présente la Révolution française, c'est la révolution du peuple qui se soulève contre la tyrannie, etc. Mais il faut bien garder une chose à l'esprit, c'est que le mondialisme est très habile, c'est-à-dire qu'il sait exploiter les vraies crises. C'est-à-dire dans le cas de la France, il y avait une vraie crise, il y avait un vrai problème avec l'ancien régime, il y avait des choses qui devaient changer, qui devaient être réformées, mais la plupart des Français voulaient garder le roi. Ils voulaient juste changer la façon dont fonctionnait la noblesse, peut-être réformer 2-3 choses, mais ils ne voulaient pas faire table rase complète, ils ne voulaient pas la République. Mais les mondialistes instrumentalisent les crises à chaque fois. Ils utilisent une crise, c'est du judo, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui se présente et hop, on va, et c'est d'ailleurs quand vous lisez des témoignages d'époque, les gens se disent tout d'un coup on s'est retrouvé à abolir les privilèges et à proclamer la République, personne n'a compris ce qui s'était passé. Mais pourquoi? Aussi, il faut comprendre ce qui s'est passé avant, parce qu'on sait, il y a plein de sources historiques là-dessus, la Révolution française, elle a été programmée et prévue en 1782 au congrès de Wilhelmsbad. Wilhelmsbad, c'est une ville en Allemagne, il y a un grand congrès maçonnique qui rassemble tous les chefs des grandes loges européennes. Et là, ils décident de mener la Révolution française. Et ils décident la mort de Louis XVI. La mort de Louis XVI est votée au congrès de Wilhelmsbad en 1782. Il y a beaucoup de gens qui y participent, notamment le plus connu, c'est le duc de Brunswick, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et ça va, je fais une petite parenthèse là encore très rapide, ça éclaire notamment la fameuse bataille de Valmy. Vous savez, Valmy, c'est la première grande victoire de la République. Ouais, c'est facile, la bataille de Valmy, en face des armées républicaines, il y a le duc de Brunswick,
qui a préparé au congrès de Wilhelmsbad la Révolution française. Donc il faut qu'il donne une victoire à l'armée républicaine. Donc il arrive avec ses troupes, il se retire au bout d'une heure et les révolutionnaires disent « Ouais, ça y est, on a gagné, on a repoussé l'envahisseur étranger. » Bah oui, c'est facile quand le gars qui est en face, en fait, il est dans votre camp en réalité. Donc en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Quand vous travaillez sur ces sujets-là, l'histoire officielle n'est que des faux semblants et la clé, c'est le mondialisme. Et le mondialisme utilise... Alors la franc-maçonnerie est un outil, mais il y a des sociétés secrètes, il y a un jeu avec des puissances étrangères qui ont aussi des intérêts géopolitiques. Par exemple, que la France soit déstabilisée, ça a profité à beaucoup de gens. Ça profitait notamment à l'Angleterre. Donc comme aujourd'hui, que l'Ukraine soit démembrée ou que les pays arabes soient attaqués, ça fait les affaires de leurs rivaux stratégiques, etc. Donc c'est un système où chacun essaye un peu de tirer les marrons du feu, mais la force centrale qui reste, qui est la constante, c'est le système mondialiste. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et alors souvent, sur les réseaux sociaux ou quand je fais des conférences, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais c'est très bien ce que vous nous dites, monsieur Berton, mais nous, on sait tout ça. » Alors je dis, bah d'accord, vous avez de la chance, parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, combien de personnes le savent en France? C'est même pas 1%. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que dans une guerre de l'information, l'objectif, c'est le plus grand nombre de personnes qui connaissent ces sujets-là, qui soient informées de cette vérité. Et donc le but, c'est pas de dire, ah bah oui, nous on le sait, on est content, on est bien. Le but, c'est qu'on est, je le répète encore, dans une guerre de l'information. Le but, c'est de faire avancer la ligne de front. Il faut qu'on atteigne une masse critique de gens, quand on leur parle de la Révolution française, ils disent oh, bah, arrêtez avec la Révolution française, on sait tous que c'est une révolution de couleur. Arrêtez de nous parler de votre histoire d'émigration et puis de l'insécurité, on a bien compris que c'est la technique du pompier pyromane. Ne prenez pas pour des idiots. Vous voyez, il faut que tous ces concepts-là deviennent des concepts grand public. Donc c'est pour ça que je fais le travail que je fais. C'est pour ça que je fais faire des conférences partout, c'est pour ça que j'écris mes livres. C'est pas juste parce qu'il faut diffuser l'information. Il faut que vous soyez vous-même des vecteurs de réinformation. Et si vous voulez, et c'est pour ça aussi qu'il faut sortir de notre zone de confort. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent ça, qui tombent peut-être de leur chaise en apprenant certaines choses ou qui sont choqués par ce que je peux dire, parce que l'objectif, c'est pas de parler qu'à des gens convaincus. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui comprennent ce que c'est que le mondialisme, qui comprennent son projet, ses méthodes, etc. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et moi, ce que je compare souvent avec d'autres pays, par exemple, ce que je vous explique là sur la Russie, sur la fausse opposition avec le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, les enfants russes prennent ça en cours d'histoire à l'école. Parce qu'eux, ils savent que ça fait partie de leur histoire. Vous allez aux États-Unis, les Américains, vous leur parlez les Américains, je dirais, un peu politisés et patriotes, vous leur parlez de la réserve fédérale, vous leur parlez du projet mondialiste, ils connaissent tout ça. Parce qu'il y a une masse critique de gens qui est beaucoup plus importante, de gens réinformés, beaucoup plus importante qu'en France. En France, on a beaucoup de retard. Mais on a beaucoup de retard parce que, vous l'aurez compris, on est dans un système qui est contrôlé depuis très longtemps par le mondialisme. Et donc, le but de cette guerre de l'information, c'est d'augmenter le nombre de gens conscients sur ces sujets. Donc c'est ce que je m'emploie à faire. Et vous, votre responsabilité qui est présent aujourd'hui, c'est de diffuser cette information. Alors ne me prenez pas ce que je vous dis pour parole d'évangile, allez vérifier, lisez les sources que je vous propose dans mes livres, creusez certains points qui vous semblent choquants ou surprenants, et une fois que vous avez acquis votre conviction, réinformez autour de vous. Parce que c'est comme ça qu'on va gagner cette bataille. Il faut inlassablement réinformer, et la réinformation passe par la répétition. Il faut répéter, il faut répéter. Les médias de masse, c'est ce qu'ils font. Ils répètent le message, ils martèlent, ils tournent en boucle. Nous, il faut faire pareil. Il ne faut pas le dire une fois, il faut le dire 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce que ça rentre. Et donc, c'est pour ça que, des fois, sur les réseaux sociaux, je dis, les gens qui disent, oui, bon, quoi de neuf, on le sait. Ben non, il faut le répéter. Tant que ce n'est pas su, il faut le répéter. Et en tout cas, ce que je voulais dire pour terminer cette première partie, c'est qu'il y a une phrase très belle de Solzhenitsyn qui dit « La chose la plus modeste que vous pouvez faire, c'est que le mensonge ne passe pas par vous. » C'est-à-dire, vous pouvez être réservé, vous pouvez dire « Bon, je ne suis peut-être pas convaincu de tout ce que dit M. Berton, je ne connais pas aussi bien le sujet, il a l'air quand même de dire des choses assez surprenantes. » Donc soyez réservés, soyez peut-être prudents, parce que dans votre métier, vous ne pouvez pas vous exposer, vous ne pouvez pas, quand on vous parle de la Révolution française, dire « Ah non, ça c'est un coup d'éloge britannique, voilà, peut-être que ça va, les gens ils vont dire « Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ?»
ça peut être dangereux pour vous ou imprudent, mais au moins ne recrachez pas les mensonges du système mondialiste. Au moins soyez dans la prudence, et d'ailleurs c'est ce que nous dit l'Évangile, je vous envoie comme une brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents, simples et ne véhiculez pas le mensonge. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette conférence, c'est le combat pour la souveraineté. Parce que vous aurez compris que l'objectif du mondialisme, c'est le contrôle total, c'est la mise sous tutelle de l'humanité. Et donc cette perte de souveraineté, elle est à la fois individuelle, mais elle est politique. Alors je vais passer très rapidement sur la politique, parce que l'enjeu de cette conférence, enfin le sujet de cette conférence, c'est que faire. Donc j'ai envie de parler concrètement de qu'est-ce que vous pouvez faire, et ne pas parler de sujets sur lesquels finalement on n'a que très peu de prise. Mais je voudrais quand même rappeler que politiquement, il y a des choses dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que, en gros, le but du mondialisme, je l'ai rappelé, c'est de détruire les États-nations. Donc pour ce faire, ils sont en train de détruire tous les attributs de souveraineté des États. Donc en fait, c'est quoi les attributs de la souveraineté ? C'est la loi, c'est les frontières, c'est la justice, c'est la monnaie, c'est l'armée. En fait, aujourd'hui, on a perdu tous ces attributs. C'est-à-dire, je crois que c'était Marie-France Garot, qui était une grande dame politique française, qui disait « Aujourd'hui, la France n'est plus un État. On n'a plus les attributs de notre État. On a la coquille qui reste, mais on n'a plus les attributs de souveraineté régalien d'un État. » Et donc vous voyez d'ailleurs, ce que je vous disais en début de conférence, on a tout qui se met en place. On a l'OMS qui veut prendre le contrôle de notre politique, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui nous impose sa jurisprudence, on a bientôt les monnaies de banque centrale qui veulent nous empêcher de perdre encore plus notre souveraineté monétaire qu'on a déjà perdu avec l'euro. Donc vous voyez, on a l'OTAN qui nous entraîne dans des conflits dans lesquels on n'a aucun intérêt. Enfin, vous voyez, on a perdu tous les attributs de notre souveraineté. Donc au niveau politique, les gens me disent « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Voilà, c'est simple, il faut retrouver tous les attributs de notre souveraineté. Donc ça veut dire sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, c'est sortir de l'Union européenne qui est une construction voulue par le mondialisme. Je vous ai parlé du plan Kalergi et de la pan-Europe. Voilà, c'est ça, mais il faut libérer la France aussi, parce que je vous parlais de l'infiltration. Le vrai enjeu politique, c'est de libérer notre pays, mais c'est très compliqué parce que justement l'infiltration est de longue date et elle est, je dirais, très ancrée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais je voudrais terminer, quand même évoquer un point sur le plan politique, parce que je suis en Bretagne, c'est attention au piège du régionalisme. Parce que ça, c'est une stratégie du mondialisme, et Pierre Hillard a écrit un très bel article là-dessus dans un de ses livres, qui résume la doctrine mondialiste, c'est que pour faire éclater les États-nations, le mondialisme le dit noir sur blanc, on va s'appuyer sur le régionalisme. Parce que l'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir des régions, par exemple des euro-régions, c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on va morceler la France, alors il y aura la Bretagne, il y aura l'Alsace, il y aura peut-être l'Occitanie, il y aura la Corse, et en fait tout ça, ça sera directement à Bruxelles. Et donc c'est diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de puissance suffisante pour faire échec au mondialisme. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'avait réussi à obtenir la France au traité de Westphalie. C'est-à-dire, pour ceux qui s'en souviennent, le traité de Westphalie, c'est 1649 ou 48, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'était le coup de génie, c'était de dire pour empêcher l'Allemagne de devenir une grande puissance européenne qui pourrait faire, enfin l'Allemagne n'existait pas à l'époque, je fais un anachronisme, de menacer la France, on va morceler l'Allemagne en plein de petites principautés. Et ça, c'est neutraliser géopolitiquement un rival. Et donc, c'est ce que fait le mondialisme. Et par exemple, vous le voyez, c'est ce qu'il est en train de faire, il encourage par exemple l'indépendantisme catalan. Et vous voyez, quand il y a eu l'histoire du référendum en Catalogne, les leaders indépendantistes sont allés se réfugier à Bruxelles. Mais ce n'est pas un hasard. Vous voyez, par exemple, je viens de l'Est de la France, en Alsace, l'Alsace est devenue depuis, je crois, l'année dernière, la communauté européenne d'Alsace. Il n'y a plus de conseil général d'Alsace, ou du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin, c'est la communauté européenne d'Alsace. Donc c'est en train de se mettre en place. Le démantèlement de la France, il est prévu. Et donc, moi, vous avez bien compris, vu comment je vous parle de la Révolution française, je ne suis pas un fan du jacobinisme ou du centralisme jacobin républicain, mais je dis attention, toujours ce piège, ces techniques de manipulation du mondialisme, si vous êtes attaché à l'indépendance et à l'autonomie de la Bretagne, attention que ce combat ne soit pas exploité par le mondialisme, qui est très fort
justement, pour jouer de ces antagonismes. Et gardez, c'est pour ça que je vous disais en première partie, comprenez les objectifs à long terme du mondialisme. Le but du mondialisme, c'est de faire exploser les États-nations historiques. Donc gardez en tête que ce qu'ils veulent, c'est faire exploser la France. Donc je suis allé voir les Savoyards, je leur ai dit attention à l'indépendance de la Savoie. J'irai voir les Corses, je leur dirai la même chose. Je dis, vous, en Bretagne, que vous avez envie de retrouver une autonomie, de défendre la langue bretonne, la culture bretonne, ça c'est tout à fait juste, plus d'autonomie au niveau local, mais que ça ne se fasse pas, ne mettez pas cette volonté au service du projet mondialiste de faire exploser la France. Parce que la France faible, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la Russie, c'est ce qu'ils ont essayé de faire aux États-Unis. Ils essayent à chaque fois avec la guerre civile, et là ce qu'ils ont essayé de faire sous Trump avec Black Lives Matter, etc., ils essayent toujours de faire éclater les constructions historiques que sont les États. Donc il faut en avoir conscience. Donc fin de cette petite parenthèse, mais vraiment attention à ça, parce que lisez Pierre Hillard, je crois que le livre c'est Chronique du mondialisme, et il a tout un chapitre vraiment documenté, sourcé, issu des projets même de la Commission européenne ou de différents think tanks mondialistes eux-mêmes. Mais donc je vais vous parler surtout aujourd'hui de que faire de la souveraineté individuelle. Parce qu'on a toujours tendance, ça c'est une tendance peut-être humaine, c'est de se projeter, de se passionner pour des sujets géopolitiques, des grands sujets, il faut sortir de l'Europe, il faudrait remplacer le gouvernement, réformer la Constitution. Mais en fait, ça c'est des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment de prise, qui demandent une organisation politique globale, alors qu'en fait il y a des choses qu'on peut faire concrètement. Et je crois que j'ai cette vision qu'on ne peut pas avoir un pays fort et souverain s'il n'est pas composé d'individus souverains et de familles souveraines. Parce que la cellule de base de la société, c'est la famille. Donc si on n'a pas de famille souveraine, on ne peut pas avoir de pays souverain, ce n'est pas possible. Et donc, et justement, le mondialisme, c'est ça, parce que le mondialisme fait tout pour saper notre souveraineté, nos souverainetés concrètes. Je pense que vous avez tous remarqué qu'on est aujourd'hui dans une société de l'infantilisation permanente. L'État devient notre parent. Ils nous disent qu'on a le droit de manger, manger des légumes, faites du sport, attention, ne fumez pas trop, c'est pas bon pour votre santé, marchez tant de kilomètres par jour. À chaque fois que je prends le train, il y a cette petite voix de la speakerine, attention, vous n'avez pas oublié vos bagages, n'oubliez rien. C'est insupportable, mais on a l'impression qu'on est une maman qui est en permanence en train de parler à ses enfants et lui dire « Attention, il fait froid, tu as bien pensé à mettre ton manteau et ton écharpe. » Et c'est insupportable. Et ça, on l'a vu pendant la crise du Covid. Vous avez vu que les médecins, l'État a dit aux médecins ce qu'ils avaient le droit de prescrire. Ce qui est invraisemblable. Et l'ordre des médecins n'a trouvé rien à redire. Non mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Et ça, c'est partout pareil. Par exemple, vous avez les agriculteurs. Moi, je soutiens totalement le combat des agriculteurs qu'on a eu en début d'année. Les agriculteurs disent on veut moins de normes, on veut moins de contraintes. Mais les agriculteurs, par la PAC, ils sont complètement contraints dans ce ils peuvent cultiver ou pas pour toucher les aides. S'ils ne respectent pas les critères de la PAC, ils ne touchent pas d'aide, donc ils ne peuvent pas vivre. Donc ils sont piégés. Et donc vous n'avez pas entendu des représentants d'agriculteurs dire « mais nous on ne veut pas ça, on veut le retour du protectionnisme, on veut faire comme font certains pays qui mettent des quotas, la France peut tout produire par elle-même, mis à part peut-être des bananes ou des mangues ou je ne sais quoi, on peut tout produire sur la terre de France, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller faire venir des produits du reste de l'Europe? On pourrait se nourrir nous-mêmes, et c'était le cas avant. Donc vous voyez, les revendications, elles ne portent pas là-dessus. Les revendications, elles s'attaquent là encore aux symptômes et pas aux causes. C'est la même chose pour, par exemple, dans le bâtiment. Pareil, vous êtes architecte, vous êtes dans le BTP, pareil, vous devez choisir certains matériaux. Vous devez notamment utiliser du béton, parce que c'est ça pour toucher les aides, etc. Donc vous voyez, en fait, on perd notre souveraineté, et là où on la perd de manière la plus visible, c'est dans l'éducation. L'État veut contrôler l'éducation de nos enfants, et il y a quelque chose de très très grave qui s'est passé en 2022, c'est la fin de l'instruction en famille. Et ça, c'était un sujet qui aurait dû être un enjeu central de l'élection présidentielle en 2022, dont personne n'a parlé. Pour rappel, jusqu'en 2022, on était à un régime qui était déclaratif, c'est-à-dire que vous deviez faire l'instruction en famille, vous informiez le rectorat que vous le faisiez, et le rectorat venait vérifier s'il y avait bien des cours, s'il n'y avait pas des maltraitances, etc., ce qui est normal. C'est le rôle de l'État de contrôler ce genre de choses. Mais maintenant, depuis 2022, c'est soumis à autorisation.
C'est-à-dire que maintenant, vous demandez à l'État le droit de faire l'instruction en famille. Mais la loi n'a jamais dit ça pendant plus d'un siècle. La loi disait l'instruction doit être faite, mais après, c'est la liberté de le faire soit dans l'école publique, soit en famille, soit dans une école privée, dans une école hors contrat. Donc vous voyez, et ça a été changé, et c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, c'est le combat absolument central. La liberté scolaire, c'est un sujet de fond, parce que qui contrôle le cerveau des enfants contrôle l'avenir. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils ont voulu détruire notamment les congrégations religieuses qui assuraient une grande partie de l'enseignement, parce qu'il fallait détacher les jeunes Français du lien avec la foi, le catholicisme, l'Église. Là, maintenant, ils sont en train de lobotomiser les enfants avec ce qui se passe à l'école, avec notamment le genre. Les enfants sortent de l'école primaire, ou même des fois du collège, ils ne savent même pas lire et écrire. C'est une catastrophe. Et donc ça aussi, ça fait partie du projet. Donc, se battre aussi bien pour l'instruction en famille que pour les écoles hors contrat, ça, c'est très important. Et ce que vous pouvez faire concrètement, c'est soutenir toutes les initiatives qui visent à défendre la liberté scolaire. Ça, c'est plus important même que d'aller mettre votre bulletin dans l'urne. Ça, je veux dire, là, vous avez un vrai enjeu. Donc, les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, soit monter des écoles, soutenez-les financièrement, soutenez-les par du temps. Et si vous devez faire du militantisme, militez pour qu'on revienne sur cette liberté de l'instruction en famille, parce qu'on a perdu une liberté qui était fondamentale. Et on ne peut pas laisser l'État violer nos libertés fondamentales. Et pour continuer sur le thème des enfants, il y a une chose très simple que vous pouvez faire pour lutter contre le mondialisme et protéger justement vos enfants qui sont l'avenir. C'est protéger-les des écrans, protéger-les du numérique. Parce que le numérique est un véritable poison pour les enfants. Il y a un chercheur qui s'appelle Michel Desmurget qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » où il démontre, étude à l'appui, les ravages du numérique sur le cerveau des enfants. Et là encore, c'est pas un hasard, ça fait partie de cette guerre cognitive. C'est-à-dire que vos enfants ont le numérique, mais les enfants des mondialistes, eux, c'est crayon, papier et pas d'écran. Chez Steve Jobs, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad. Chez Bill Gates, il n'y a pas d'iPad. Et ils le disent. C'est pas moi qui invente, c'est eux-mêmes le disent. Et dans les écoles d'élite où vous payez 20 000, 30 000 euros l'année ou 30 000 $, c'est crayon, papier, on fait du jardinage, on fait des choses avec ses mains. C'est pas, tu es devant un écran et tu touches là avec ton doigt comme un... Non. Et donc c'est pour que vos enfants soient abrutis et les leurs soient bien câblés cognitivement. Et ça, c'est la guerre aussi. C'est parce qu'il faut avoir une population docile, exploitable. Et donc la réponse à ça, c'est ce que dit Michel Desmurget, c'est la suite d'ailleurs de la fabrique du crétin digital, c'est faites-les lire. La lecture, c'est l'antidote absolu à l'abrutissement généralisé. 20 minutes de lecture par jour, ça a des effets, là encore, il donne toutes les études, c'est des effets spectaculaires sur le cerveau. Et ça ne développe pas juste la mémoire, c'est aussi la capacité d'empathie, de se mettre à la place des autres, d'effectuer des raisonnements abstraits. Ça développe toutes les dimensions de l'intelligence, pas seulement les dimensions scolaires. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, peut-être certains sont surpris quand je dis ça, quel rapport avec le mondialisme, mais ça, c'est quelque chose qui commence dans vos foyers. Vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, enlevez-les des écrans, lisez-leur des histoires, faites-les lire, et ça, pour l'instant, le gouvernement ne peut rien faire. C'est quelque chose qui ne dépend que de vous. Que de vous. Et c'est à votre portée, c'est à la portée de tout le monde d'acheter même un livre de poche à 8 €, d'acheter les Fables de La Fontaine, d'acheter des choses comme ça et de les lire aux enfants. On peut le faire. Et ça demande, bien sûr, une organisation, un peu de discipline. Quand on est en famille, c'est toujours un peu compliqué de trouver du temps le soir, on est fatigué, mais le combat commence là. Le combat commence avec nos enfants et dans nos familles. Et le combat commence, bien sûr, pour terminer cette partie, déjà par commencer par fonder des familles. Parce que le mondialisme vise la dépopulation, je vous l'ai dit, il vise la stérilisation, et il veut que les gens ne fassent plus d'enfants. Et vous voyez bien, d'ailleurs, je vous parlais de cette guerre cognitive, on est dans une véritable guerre
qui vise à dissuader les gens par tous les moyens de faire des enfants. Alors c'est la propagande sur le climat, on va tous mourir, l'avenir est horrible, ne faites pas d'enfants. C'est on vous appauvrit, l'immobilier coûte une fortune, donc les gens se disent bah, je ne pourrais jamais m'acheter une grande maison pour avoir une famille nombreuse. On vous bassine avec le transgenre, les jeunes, ils arrivent à 18 ans, ils ne savent plus s'ils sont hommes, ils ne savent plus s'ils sont femmes, qui ils sont, etc. On leur dit, on dit aux jeunes, vous voyez, ces derniers temps, il y a eu plein d'articles même sur la vasectomie en disant, voilà, pour enlever la charge mentale aux femmes, il faut se stériliser, que les hommes se stérilisent. Le transgenre, les LGBT, tout ça participe de cette guerre. Là encore, c'est la guerre hors limite. C'est pour ça que vraiment, je vous ai donné ce concept en début de conférence. Quand on vous parle de stérilisation ou de surpopulation dans les médias de masse, c'est la guerre cognitive. Au lieu de vous bombarder avec un bombardier américain, on vous bombarde le cerveau avec des idées qui vont vous viser à vous stériliser. C'est exactement le même résultat. C'est juste au lieu de vous tuer parce que votre maison s'est effondrée sur vous, on est même encore plus efficace. On vous a même pas fait les enfants, quoi. Les enfants, ils sont déjà morts avant même d'avoir existé. Et c'est la même chose avec l'avortement, d'ailleurs, au passage. Je n'ai pas mentionné l'avortement, mais c'est exactement la même logique. En fait, avant, on tuait les gens à la guerre. Maintenant, la guerre, elle tue les gens avant même qu'ils aient existé. Donc, c'est ça, la guerre hors limite. Donc ça, et puis après, une fois qu'on a eu des enfants et qu'on a fondé un foyer, il faut en plus que ce soit un foyer stable, si possible. Donc là, c'est encore un autre sujet qui mériterait une conférence, c'est la guerre entre les sexes, et le féminisme, l'hystérie féminine, et puis son contre-coup qui est la réaction du virilisme exacerbé, les hommes qui ne veulent pas des femmes, le phénomène incel, les gens qui disent « Ah non, moi les femmes, je veux plus en entendre parler, on est bien qu'entre gars, les femmes elles sont devenues complètement folles, etc. » À chaque fois, les deux extrêmes se retrouvent, l'objectif c'est d'empêcher des relations harmonieuses entre les sexes et d'empêcher les gens de fonder des foyers. Donc vous voyez, là encore, ce sont autant d'exemples de la guerre qui nous est menée. Et pour finir, si nous voulons gagner cette guerre et ce combat pour la souveraineté, il faut pouvoir agir en groupe. Parce que le mondialisme vise aussi à ça. Le mondialisme vise à vous isoler, à vous atomiser dans vos relations sociales, à vous rendre impuissants. Impuissants à l'action. Et c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est eux et vous. Vous, ils vous disent « Ah oui, soyez indépendants, vous êtes seuls, vous avez besoin de personne. » Par contre, eux, ils sont hyper communautaires, ils se cooptent, ils s'aident entre eux, etc. Ils font des réseaux, ils se retrouvent régulièrement pour faire avancer leurs projets, avec Davos, avec le Bilderberg, avec la commission trilatérale. Eux, ils ont plein de structures pour se coopter, pour avancer, etc. Et nous, on est isolés, on n'arrive pas. Et ça, c'est aussi un problème. Je l'évoque parce qu'on en a beaucoup parlé récemment avec plusieurs personnes. C'est qu'on a un gros défaut en France, c'est qu'on passe notre temps à nous tirer dans les pattes. Et ça, c'est quelque chose que l'on découvre quand on travaille à l'étranger ou avec des étrangers. Moi, j'ai parlé récemment avec des gens qui travaillent dans des entreprises internationales, qui ont été expatriés. Ils disent, c'est incroyable, les Français, ils se tirent tout le temps dans les pattes. C'est les seuls qui font ça. Vous voyez les Libanais, vous voyez les Chinois, vous voyez les Allemands, vous voyez les Américains, ils s'aident, ils se boostent, ils se promeuvent les uns les autres, ils se filent des tuyaux. Les seuls qui se tirent dans les pattes, c'est les Français. Les Français, on a perdu cette capacité à agir de façon communautaire, à se serrer les coudes, à se soutenir, et on croit qu'on va s'en sortir tout seul. Mais c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Et moi, je le vois même dans le cadre de mon travail, je veux dire, dans ce qu'on appelle la dissidence, il n'y a pas de solidarité. Je veux dire, on est même entre les gens qui se battent contre le mondialisme, c'est des guéguerres de chapelle, d'ego, etc. Moi, j'essaye de jouer le jeu en ne rentrant pas dans cette logique-là, mais c'est pas du tout réciproque. Parce qu'on est en France, je ne sais pas pourquoi on a développé ça, enfin, c'est déjà peut-être le problème des tribus gauloises dont parle César déjà dans la guerre des Gaules, c'est qu'on n'est pas capable de s'entraider et d'être communautaire. On est toujours dans ces guéguerres de personnes, et ça va nous coûter très très cher, parce qu'on est face à des ennemis très organisés. Et si on n'est pas capable de se serrer les coudes et de comprendre qu'on s'en sortira malgré nos différences, qu'on est dans le même bateau, on ne va pas y arriver. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que avant de vous projeter dans des combats géopolitiques ou politiques à grande échelle, déjà, regardez si au niveau local, vous arrivez à créer des communautés. C'est d'ailleurs, je salue le travail que fait Catholiques de France, parce que eux, ce qu'ils font, ils le font pour les catholiques.
Et c'est une grande chance d'avoir des associations de ce type qui justement permettent de se fédérer, de se communautariser d'une certaine manière. Voilà, moi je suis très heureux, vous voyez, je suis quelqu'un qui fait ce travail pour le mondialisme, contre le mondialisme, qui est en plus ancré dans un combat aussi spirituel. Et vous avez voilà, des catholiques de France qui m'invitent, ça permet de tisser des liens, de rencontrer des gens comme vous présents dans le public aujourd'hui. C'est exactement ça qu'il faut faire, mais il faudrait faire ça à x10, x100. Donc il faut qu'on arrive à faire ça. Et il faut des gens de bonne volonté qui s'entraident, qui se soutiennent, qui soutiennent ces initiatives. Et qui soutiennent par différents moyens. Ça peut être par de l'argent, ça peut être par du temps, ça peut être en relayant les initiatives sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, je vous disais d'être présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi important de donner de la visibilité. Par exemple, dans quelques temps, on va publier la conférence d'aujourd'hui sur YouTube. Et ben, il faut la relayer, il faut dire, regardez, ça c'est intéressant, écoutez ça, etc. Et donc tout ça, c'est comme ça, en fait, qu'on mène le combat. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette conférence, qui est le cœur du sujet, qui est justement la dernière brique pour combattre le mondialisme, c'est le combat spirituel. Pourquoi j'évoque ça? Parce que en fait, c'est le cœur, un des cœurs du sujet. Il faut bien comprendre que le projet mondialiste que je vous ai décrit, je vous ai expliqué ses méthodes, je vous ai expliqué son attaque sur la souveraineté, en fait, c'est l'expression politique d'un projet spirituel. Il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que le cœur du mondialisme, c'est un projet spirituel, même messianique. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est encore une fois eux-mêmes qui le disent. Souvenez-vous, qui se souvient de ce que disait M. Macron le 14 avril 2020 ? Exactement, la bête de l'événement est là et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Et là encore, souvenez-vous aussi de la mise en scène qui avait eu lieu lors de son discours de victoire en 2017. Il s'était mis en scène devant la pyramide du Louvre, donc la pyramide, symbole maçonnique et ésotérique. Et vous voyez, il écartait les bras comme ça, et avec ses bras et la pyramide, ça fait le symbole maçonnique. D'ailleurs, au passage, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais à partir de Mitterrand, dans les années 80, nous avons une architecture maçonnique et occulte qui est mise en place à Paris. La pyramide du Louvre s'inscrit dans un continuum qui va du Palais Royal avec les colonnes de Buren. Vous avez la pyramide du Louvre, d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a la pyramide visible et la pyramide invisible. Ça, c'est un principe alchimique, c'est ce qui est au-dessus et comme ce qui est en dessous. Donc vous avez la pyramide comme ça et la pyramide comme ça. Vous avez après l'obélisque de la place de la Concorde. Donc obélisque, ça c'est aussi un symbole ésotérique maçonnique, c'est Osiris. Et vous avez à la fin l'Arche de la Défense. Et l'Arche de la Défense, j'ai découvert d'ailleurs pour la petite histoire en faisant mes recherches, qu'un des actionnaires principaux qui avait 50% de la société de gestion de l'Arche de la Défense, c'est M. Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, l'associé de Jeffrey Epstein. Donc le monde est petit. Et oui, et qui était aussi au passage actionnaire de TF1. Et oui. Donc ça, c'est ça la réalité. Il y a un très bon livre, si ça vous intéresse, alors, qui est très difficile à trouver, mais vous pouvez au moins voir la couverture, qui a été publié dans les années 90, c'est François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Et c'est sur toute la symbolique occulte des travaux de Mitterrand durant ses mandats. Donc si vous voulez, eux sont dans cette logique ésotérique occulte, ils l'affichent dans l'espace public. Et alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec les livres, la différence, eux et vous. C'est-à-dire qu'eux, ils baignent dans le surnaturel, dans l'occulte, mais vous, pour le commun des mortels, ils nous ont plongés dans le matérialisme. Et eux, ils nous ont donné le matérialisme pour justement nous priver des outils, pour comprendre le surnaturel. Et donc, notre époque aujourd'hui, elle est matérialiste, elle est naturaliste, pour reprendre un terme philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne croit plus à l'âme, à l'immortalité de l'âme, on ne croit plus au miracle, on ne croit plus au pouvoir de la prière, on ne croit pas à la vie après la mort, on ne croit plus au saint, à la communion des saints, tout ce qui était notamment le legs chrétien. Mais ça a des conséquences politiques, c'est-à-dire les gens parfois me disent « mais ok, c'est très bien, mais quel rapport avec le mondialisme ?» Je vais vous donner un exemple, plusieurs. Par exemple, si vous croyez qu'il n'y a pas d'âme et qu'il n'y a pas de vie après la mort,
bah, la seule vie que vous avez, c'est celle-ci. C'était d'ailleurs le sermon de l'abbé Roger tout à l'heure. C'est le temps dont on dispose. Bah, les mondialistes pensent qu'ils n'ont que ce temps-là. Donc vous comprenez pourquoi, par exemple, les grandes entreprises, les grandes fortunes mondialistes mettent autant d'argent dans la cure de jouvence, dans la quête de la vie éternelle, la régénération cellulaire, la cryogénisation pour vivre éternellement. Vous comprenez aussi le transhumanisme. Si, contrairement aux chrétiens, vous ne croyez pas que le corps est sacré, qu'il est parfait, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc il a fait de notre corps une perfection, bah, vous voyez le corps comme une machine. Donc une machine, bah, déjà on peut changer des pièces. Hein, quand le processeur de votre ordinateur n'est pas assez rapide pour faire tourner un logiciel, bah, vous changez le processeur, vous rajoutez un peu de mémoire. Bah, là c'est pareil, on va vous mettre un implant, on va vous mettre une puce. Et puis bah, quand le matériel il est obsolète, et bah, on le jette à la casse. Ça, c'est l'euthanasie. C'est une fois que vous êtes plus bon, vous êtes plus productif, allez hop, à la poubelle. Ça, c'est ce que dit M. Attali. À partir de 65 ans, on coûte plus que ce qu'on rapporte. Donc c'est ça la vision. Il y a une conséquence pratique de cette vision spirituelle. Et puis ça vous permet aussi de comprendre pourquoi il y a autant de perversion, pédocriminalité, déviance, etc. Parce que si on ne croit pas à la morale, si on ne croit pas au bien, au mal, bah, c'est en fait la seule boussole, c'est son plaisir. Et ça, c'est ce que d'ailleurs c'est Dostoïevski à la fin du 19e qui a cette intuition déjà dans les frères Karamazov. Il fait dire à un de ses personnages, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et ça, c'est la doctrine du mondialiste, la doctrine morale, si j'ose dire. C'est tout est permis. Il n'y a plus de limites. Et d'ailleurs, vous voyez aussi la propagande qu'on retrouve dans la publicité tout le temps, dépasser les limites, repousser les limites. Il n'y a plus de limites. Mais ça aussi, c'est de l'ingénierie sociale. On est en train de détruire la morale naturelle. Et donc, et ça, qui dit ça? Qui est le principe qui est derrière tout ça? Moi, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur la dimension spirituelle du mondialisme. Moi, ce qui m'a frappé et qui est absolument sidérant, c'est que ce que le mondialisme dit et veut, c'est exactement ce que la Bible a toujours dit du diable. Ce que c'est le serpent. Et ça, vous le retrouvez d'ailleurs dès le début avec le récit de la Genèse. Et alors, ce qui est assez fascinant et qui choquera sûrement, j'espère, les catholiques présents aujourd'hui, c'est que quand vous lisez les mondialistes ou les occultistes, ils ont une lecture inversée du récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'eux, ils voient Satan comme le libérateur. Ils disent ah, Ève, elle a eu raison de transgresser, de ne pas obéir à Dieu, parce que Dieu, il était très méchant. Il ne voulait pas qu'on devienne comme lui, il ne voulait pas qu'on devienne des dieux. Il voulait nous cacher la connaissance. Et alors, heureusement qu'on a écouté le serpent. Et donc, il y a toute cette littérature occulte, ésotérique, luciférienne, qui présente Satan comme le libérateur de l'homme. Et donc, c'est ça qui est. Et donc, c'est pour ça, vous comprenez mieux pourquoi les mondialistes et tous nos dirigeants actuels sont dans la transgression permanente. Parce que eux, leur Dieu, entre guillemets, c'est le Dieu de la transgression. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert, c'est toujours rigolo, parce qu'ils vous disent eux-mêmes. J'ai découvert, par exemple, les travaux de quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est le maître à penser de l'extrême gauche radicale. C'est un sociologue américain qui a écrit la Bible de l'activiste d'extrême gauche. Ça s'appelle en anglais « Rules for Radicals », donc le manuel du parfait radical, enfin, guide manuel du radical. Alors, moi, j'aime bien lire, quand je peux, en anglais, les textes originaux, pour pas qu'il y ait des pertes dans la traduction. Et donc, je trouve le PDF de ce livre sur Internet, je commence à scroller pour trouver les premières pages, et là, je lis la dédicace. Et ben, tenez-vous bien, la dédicace, le livre commence comme ça, je dédie ce livre au plus grand rebelle, celui qui s'est rebellé contre l'ordre établi de Dieu. Ô Lucifer, je te dédie ce livre. C'est le maître à penser de l'extrême gauche qui écrit ça. Donc ils le disent eux-mêmes. Et ce que je dis souvent aux gens, quand on parle de Lucifer, c'est que bon, la culture populaire un peu a ridiculisé le diable, hein, pour ceux qui y croient encore. Lucifer, c'est pas le type avec le juste au corps, les petites cornes, les fourches. Lucifer, c'est un ange. Et c'est le premier des anges, c'est un ange très séduisant. Et l'Évangile le dit d'ailleurs, Satan est un ange de lumière, et il peut nous tromper parce qu'il est ange de lumière. Et donc, et c'est ça la puissance séductrice du mondialisme.
C'est qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au projet que je vous ai décrit, ce projet de disparition des nations, de destruction des religions traditionnelles, parce que c'est une utopie. Ils disent, mais regardez, ça sera formidable. Quand on aura détruit tous les pays, ben, il y aura la paix, ce sera la paix perpétuelle, c'est Kant, la paix perpétuelle universelle. Et puis quand il n'y aura plus de religion, ben, il n'y aura plus de guerre de religion, on aura tous la même religion, ça sera super. Et donc des gens sont séduits par ça. Mais ça, c'est la séduction du diable. Et donc, la clé que je donne toujours, c'est, de toute façon, Satan, on peut le reconnaître à deux choses. On peut le reconnaître à la mort. Satan sème la mort. On dit Satan est homicide. Il veut tuer l'homme. Et il veut tuer l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Satan est jaloux de l'homme. Il veut le tuer ou le damner. Et donc, la culture de mort, c'est toujours la marque du diable. Et ça, c'est ce que je dis souvent à des auditoires qui ne sont pas forcément chrétiens ou catholiques. Je leur dis, même si vous êtes athée, c'est la culture de la mort. Vous faites la différence entre la culture de la vie et la culture de la mort. Et la culture de la mort, bah c'est quoi? On est en plein dedans, hein. C'est l'euthanasie, c'est l'avortement, c'est l'organiser des guerres mondiales ou des conflits avec des milliers de morts ou des millions de morts de chaque côté. Ça, vous êtes sûr, c'est signé, c'est le diable. C'est aussi le mensonge. Satan ment en permanence, il ment tout le temps. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les médias de masse, qui mentent et qui cachent la vérité en permanence. Et d'ailleurs, le Christ lui-même le dit. Moi, je vous cite cette phrase où tout est dit sur le diable. C'est dans Jean. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà, vous avez tout qui est là. Comme toujours dans la Bible, tout est dit. Et souvent, le plus grand mensonge du diable, c'est de présenter votre mise en esclavage comme un progrès ou une émancipation. C'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire, ah ben voilà, tuons 200 000 enfants, c'est super, ça libère la femme. On va détruire les États, c'est super, on va être dans la paix. C'est toujours le piège du diable, il vous piège toujours en vous présentant sa destruction comme quelque chose de positif. C'est comme en économie quand on vous parle de la destruction créatrice. Ça, c'est vraiment un concept diabolique, la destruction créatrice. Une destruction ne peut pas être créatrice. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, le problème, c'est qu'on est dans une société, aujourd'hui, notamment en Occident, qui est complètement sous la férule du diable. Il est présent partout. C'est la religion de nos dirigeants. Et combien parmi nous sont encore capables de le voir? Nos contemporains ne sont plus capables de voir cette réalité. Et même quand on leur dit ça, ils vont dire « Ah, mais t'exagères, tu vois le mal partout. C'est pas si grave, on n'en est quand même pas là, etc. » Et le problème, c'est que ça n'échappe pas aux autres peuples. Quand vous prenez du recul, moi j'avais été scié sur ma chaise, c'était en 2022, c'était Vladimir Poutine qui, dans un discours à Valdaï, disait « Nous avons l'impression que l'Occident est sous la coupe d'une religion inversée, un satanisme pur et simple. » C'est des mots quand même d'une force extraordinaire, d'un chef d'État. Et dans la salle, il y avait des gens de tous les pays, parce que c'était un forum international, ils étaient d'accord, ils applaudissaient. Vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Orient, vous allez en Afrique, ils disent mais oui, ils sont sous le joug de Satan, les Occidentaux, et ils ne voient pas. Ils sont devenus fous à expliquer que des enfants de 4 ans peuvent changer de sexe, à avoir des invertis qui sont au plus haut poste de gouvernement, mais ils sont devenus complètement dingues. Ils ont une émigration de masse qui détruit leur pays et ils accueillent encore les migrants en disant « venez, welcome », etc. Mais ils disent « mais ils sont devenus cinglés ». Et ils ne comprennent pas. Ils disent « mais ils ne voient pas, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe ». Et ça, c'est possible. On en est arrivé là parce que la cause première, c'est le dérèglement spirituel. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire il y a le spirituel, le culturel ou le métapolitique et le politique. Et que si vos principes spirituels sont déréglés, ça a des conséquences sur le politique. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger le politique. Ça, j'ai des fois des discussions avec certains catholiques, parce que certains catholiques disent, alors il y a plusieurs attitudes, il y a « Ah, de toute façon, le bon Dieu va s'occuper de tout. Il va faire le boulot. Nous, on a juste à prier, il va faire tout à notre place. » Ou « Moi, je suis bon chrétien, je vais être un bon chrétien, ça suffit. Je ne vais pas m'occuper de la politique. » Mais ça, c'est une erreur. Alors, j'en ai parlé à un prêtre, il m'a dit, l'erreur qu'ils font, c'est de croire que la grâce remplace la nature. Parce que la grâce, elle surélève la nature, elle ne la remplace pas. Et il y a des catégories qui sont différentes.
Le religieux est une catégorie, le politique est une autre catégorie. Et il ne faut pas faire l'erreur de croire que le religieux peut se substituer au politique et vice-versa. Vous pouvez être un très bon chrétien et être complètement nul sur le plan politique. Et ça, l'exemple de ça, moi je prends cet exemple, c'est par exemple quelqu'un comme Louis XVI. Louis XVI, roi très chrétien, quand on regarde son comportement, notamment pendant la Révolution française, du point de vue de la morale chrétienne et de son comportement de chrétien, il n'y a rien à dire. Par contre, politiquement, c'est une naïveté, c'est une catastrophe. Et parce qu'il ne tient pas son rôle de roi et qu'il commet des erreurs politiques, il entraîne un mal pour la société française et qu'on paye encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'insiste, y compris pour les catholiques, sur la nécessité de se former, et de se former notamment comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, et vous allez le poursuivre par des lectures, j'en suis sûr, sur le mondialisme et de ce que c'est, pour ne pas suivre des projets politiques ou des dirigeants politiques ou des projets politiques qui sont en fait des projets mondialistes et qui aboutissent à de graves erreurs. Et ça, c'est très important parce que, de manière générale, la clé se trouve là. La clé se trouve dans la France chrétienne, mais dans l'action, dans la cité aussi. Et si nous n'œuvrons pas pour cette France chrétienne, pour le retour de cette France chrétienne, y compris sur le plan politique, ça va être la catastrophe pour notre pays. Et ce que je dis toujours, c'est que, et même je le dis à des auditoires qui ne sont pas catholiques, c'est si nous n'avons pas le retour de la France chrétienne, nous aurons la disparition de la France. Parce que la France est fondée sur ça, elle est fondée, sa raison d'être, c'est ce que dit l'évêque Saint-Rémy, sa raison d'être, c'est de défendre la foi, notamment la foi catholique. Si nous ne sommes pas là pour le faire, la France disparaîtra. Ou en tout cas, elle existera sur une autre forme. Il y aura peut-être encore des gens qui habitent en France, mais ça ne sera plus la France. Ça ne sera plus la communauté politique qui était la France, qui était fondée notamment par le baptême de Clovis. Ça sera autre chose. Et donc, si nous n'avons pas ce retour de la France chrétienne, nous aurons la disparition de la France. Nous aurons de manière certaine le retour de l'esclavage. Ça, nous y sommes presque. C'est le projet mondialiste. Et nous aurons le retour des sacrifices humains. Ça, nous y sommes déjà. Donc pour conclure, je pense que vous avez tous conscience aujourd'hui que nous sommes en train de vivre des moments historiques, des changements, des bouleversements tels qu'il en arrive qu'une fois par siècle et même une fois tous les plusieurs siècles. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à la fin d'un cycle et d'un processus, d'un projet qui s'étend sur, on va dire au moins jusqu'à la Renaissance. Là on est dans l'aboutissement d'une logique qui commence avec, on va dire, l'humanisme de la Renaissance. Et ça va être très difficile parce qu'on est dans ce moment de crise. Alors, j'ai peut-être pas insisté assez durant cette conférence, mais il y a réellement un combat qui est en train de se mener contre le mondialisme. Il y a des personnes, il y a des groupes, il y a même des forces géopolitiques, je pense notamment aux BRICS et à d'autres, qui contestent en tout cas le projet mondialiste dans sa dimension globale et sur certains aspects de son projet, notamment sur les mœurs, etc. Et donc il y a des grandes tensions au niveau international, je l'ai décrit dans mon dernier livre. Il y a une véritable guerre, mais qui est une guerre, là encore, d'un genre nouveau, c'est-à-dire qu'elle est invisible, mais quand vous suivez, comme je le fais, on va dire cette guerre au quotidien, il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. Par exemple, j'évoquais ça récemment, l'abrogation de la défense fédérale de l'avortement aux États-Unis, Roe versus Wade, l'arrêt Roe versus Wade en 2022, pour moi, c'est une marque de la guerre invisible. C'est-à-dire que ça a toujours été une ligne rouge pour les mondialistes américains. Il ne fallait jamais que ça soit retoqué. Ça, pour moi, qu'ils aient réussi à faire passer ça en 2022, c'est un signal fort. La fin du dollar qui est en train d'être contestée, que vous ayez par exemple l'Arabie Saoudite qui vend au Pakistan son pétrole en monnaie chinoise, ça c'est un truc, c'est hallucinant quand vous connaissez comment fonctionne le système financier et monétaire international. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses concrètes, il y a des réseaux qui sont démantelés, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous on est au cœur de ce bouleversement. Et je pense que ça va être très difficile pour l'Occident, parce que nous, on est le bastion du mondialisme. Et en fait, la métaphore que je prends toujours, c'est que si le mondialisme est un parasite, qui se greffe sur les nations et qui les manipule pour ses objectifs, tout l'enjeu actuel, c'est de se débarrasser du parasite, mais sans tuer l'hôte. Il ne faut pas tuer le peuple parasité. Donc c'est une opération de chirurgie
qui ne va pas être sans, je pense, sans douleur et sans dommage. Et je pense que sans trop m'avancer et jouer les devins, il y a 3 choses auxquelles on va assister prochainement. On va assister à un effondrement économique. Je pense que ça sera la fin de notre richesse qui est essentiellement fictive. Il faut bien comprendre que quand on vous parle du PIB de la France ou même des États-Unis, ce sont des mesures fictives. On produit très peu de vraies choses. On produit peu, contrairement à des pays comme la Russie et la Chine qui ont des vraies économies, qui produisent des biens réels. Nous, on produit du vent, on produit de la monnaie fictive. Donc le jour où la musique du jeu des chaises musicales va s'arrêter, ça va faire très très mal. Alors les gens parfois sont un peu anxieux par rapport à ça. Il faut comprendre que ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire, oui, les personnes et les groupes qui ont été biberonnés à l'argent public, qui ont été habitués à se reposer sur leur laurier, à vivre du copinage, des réseaux, de la cooptation, ouais, ça va être compliqué pour eux. Par contre, les gens qui ont appris à se débrouiller, à tisser des vrais réseaux, à être solidaires, qui se retroussent les manches, qui ont envie de bosser, qui ont envie de se donner du mal, et qui sont plus malins que les autres, là, dans un monde où tout se casse la figure et où c'est les plus débrouillards qui survivent, là, ils vont avoir des opportunités qui vont s'ouvrir pour eux. Eh oui, c'est toujours pareil. Il y a un problème, mais il y a aussi des opportunités. Il va y avoir aussi un effondrement spirituel, c'est-à-dire que les gens vont se rendre compte justement de cette violence et ce caractère mortifère de la société sans Dieu. C'est le retour du paganisme notamment. Et c'est pour ça que justement il faut, et c'est le sens de mon travail, de donner aux gens justement une porte de sortie qui est la foi catholique. Et je ne vais pas insister sur ça parce que je l'ai beaucoup développé dans la 3e partie. Puis il va y avoir surtout un effondrement mental. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont découvrir qu'on leur a menti sur tout. Que leurs croyances, que leur représentation, que ce sur quoi ils s'appuyaient, en fait tout ça c'est du vent. Peut-être que certains d'entre vous ont été choqués par certains propos ou surpris par certaines choses que j'ai pu dire durant cette conférence. Eh bien, beaucoup de gens vont vraiment tomber des nues et vont avoir un peu le sentiment que le sol se dérobe sous leurs pieds. Rien que l'idée, par exemple, que le gouvernement ait pu leur mentir sur le Covid et les vaccins, déjà ça, pour beaucoup de gens, c'est trop. Ça va trop loin déjà. Alors imaginez, et encore dans cette conférence, j'ai fait que vraiment vous donner une petite partie, de soulever un petit coin du voile. Il y a des choses encore plus choquantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment conscience de ce qui va se produire et avoir conscience que le monde de demain repose vraiment sur nous, sur les gens qui auront compris ça et qui ont commencé déjà à préparer l'après, qui ont déjà compris ce que c'est que le mondialisme, compris son projet, compris qu'il faut le combattre. Et une fois que ce projet sera vaincu et aura été mis en échec, eh ben, il va falloir tout reconstruire. Il va falloir reconstruire sur des ruines. Et le problème, c'est que ces ruines, c'est un projet colossal, parce que les ruines n'est pas seulement matérielle et politique, elle est aussi spirituelle et morale. Et c'est plus facile, comme dans l'après-guerre, de reconstruire, voilà, on a détruit des maisons, on va reconstruire les maisons, bon, c'est simple. Mais reconstruire spirituellement et moralement un peuple, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a des transmissions qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui ne sont plus comprises, donc il faut quasiment repartir de zéro. Et c'est pour ça que j'insiste dans mon propos sur la dimension personnelle, parce qu'il faut qu'on développe en nous les qualités qu'on veut voir émerger dans cette nouvelle France. On ne peut pas demander à la France d'avoir des qualités qu'on n'a pas. Et ça, c'est souvent le problème, c'est voilà, les gens veulent avoir un pays qui marche bien et où les gens respectent la loi, ont une bonne morale, mais est-ce qu'eux-mêmes ont ça pour eux et chez eux? Donc tout commence par nous-mêmes. Et je pense que ce travail-là, il commence avec nous, il commence avec nos familles. Et c'est pour ça, justement, pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, qu'on a besoin de l'engagement des catholiques dans la cité. Il faut qu'on soit parmi les groupes moteurs de cette reconstruction, parce qu'on a tous les outils, on a les réponses, on a déjà plein de questions qu'on a résolues et qui ont été résolues depuis longtemps par l'Église. Et donc, et en plus, je pense que nous allons... non seulement pour nous et pour la France, mais pour aider nos frères par charité, parce qu'il y a tellement de gens qui vont être perdus, déboussolés, qu'en fait, ils vont avoir besoin de notre soutien, ils vont avoir besoin de notre aide. Et justement, la charité, ça ne sera pas de leur dire « Ah bah tu vois, hein, moi, tu aurais dû écouter les complotistes. » Ça va être « On avait raison, on avait 2 ans ou 10 ans d'avance. » Non, ça, c'est pas charitable de faire ça. Il va falloir les accompagner, les aider, parfois avec leur chemin qui sera propre, les amener petit à petit aux choses que nous, on a déjà compris dans tous les domaines.
Et ça va être dur aussi pour nous, parce qu'il ne faut pas se mentir, on va aussi avoir des difficultés dans ces épreuves. On va peut-être même, on va voir jusqu'où ça va, mais on va peut-être même être persécuté pour nos convictions, pour nos valeurs, peut-être même pour notre foi. Et il va falloir tenir. Mais justement, en tant que catholiques, nous avons cette chance extraordinaire, c'est que nous savons que nous pouvons en toutes circonstances nous appuyer sur Dieu, et notamment sur les valeurs théologales du christianisme, que sont la foi, la charité et surtout l'espérance. C'est l'espérance qui va nous faire tenir et qui nous donne la conviction que, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous allons y arriver. Et donc je terminerai cette conférence par cette phrase de l'Évangile qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire. C'est ce que l'Évangile nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par cette voie. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. Alors je vous dis, vous ici présents, prenez le chemin qui mène à la vie. » Je vous remercie.